Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes, salut à tous. Et j'ai nommé Serge. Hello. Aujourd'hui, pas d'invité, donc je peux introduire mes gars en premier lieu. Et ça, c'est quand même pas mal. Je me suis dit un truc là pendant que tu faisais l'intro. Ça m'a démangé de t'interrompre. Ouais. Juste pour foutre le bordel. Tu vois ? Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Quel plaisir de surfer sur une planche non savonnée. l'aurais dit. Incroyable. J'étais en moonwalk. Et tu sais, j'attendais quand même au coin de la rue j'allais dire le camion comme Michel Colucci. Bon, elle est dure celle-là. Ouais, dur. Oups. On est en famille, on est entre nous les gars et ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés dans cette config. Et Ça date, hein. ça commence à faire. Et c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on va pouvoir axer la discussion sur un thème qu'on a envie. Je sais pas si ça se dit exactement comme ça, qu'on a envie d'investiguer, d'aborder, De creuser. exactement. Ouais. Et on a quand même discuté un bon 2 minutes avant de se dire sur quoi on part. Ouais, 1 minute 30, on va dire. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur un épisode particulièrement bien préparé. Voilà. Désolé d'avance, ça va être fouillis, je pense. Hein. On est... Si vous avez l'impression que c'est beaucoup trop cadré, on arrêtera de préparer autant. Voilà. On se posait des questions sur quoi on peut partir, les petits thèmes qu'on a laissés en suspens, on en a laissé pas mal. Et puis en fait, au fur et à mesure des discussions qui s'imposent à nous et grâce à nos invités, on a quand même un faisceau qui se rétrécit sur l'une des thématiques qui est de façon très large l'expertise, et on voulait l'aborder en posant un petit peu le cadre de ce qui peut amener à être un expert, et en premier lieu, les facultés d'analyse et d'observation. Donc c'est ça finalement ? C'était pas autre chose ? Ouais. Je sais pas. Il a toujours le pot de savon. Ouais, toujours. Jamais bien loin. Ouais, c'est clair. Sinon, c'est pas marrant. Donc, écoutez, on ne sait pas où ça part, et puis c'est une discussion, et elle est ouverte à partir du top. Alors. Non, mais ça fait un peu écho à l'épisode qu'on a fait avec Eric Konako, Ouais. où il parle justement de sensibilité, et il parle aussi on discute à travers cet épisode, sa sensibilité, comment il l'a un petit peu défini, et il y a Mise au service de ses entreprises finalement. C'est ça. Ouais. Et comment ça part aussi d'une capacité d'analyse, d'observation, et aussi cette part qu'on nommera l'intuition finalement. Et est-ce que vous déjà, c'est quelque chose dans lequel vous retrouvez ce type de profil, ou pas spécialement ? Moi, complètement. Dans le sens où j'ai peut-être mis du temps à m'en rendre compte, ou en tout cas le matérialiser vraiment, mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je me suis rendu compte avec le temps, sans avoir été diagnostiqué ou quoi que ce soit, mais que j'ai une sensibilité très développée, voire une hypersensibilité. Mmh. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça qui me paraissaient naturelles et normales, mais c'est plutôt en échangeant avec les gens au fur et à mesure que je me suis rendu compte que c'était pas forcément normal, quoi. Pour pas être trop évasif, je vais donner un exemple. On peut regarder le même film, et puis chacun va être bloqué sur le scénario, etc. Et moi, je vais vraiment regarder ça, plus tous les détails. Donc me dire, tiens là, le raccord, il est pas bon parce que la cravate, elle était de ce côté, et puis finalement, elle est de l'autre côté. Donc voilà, je suis vraiment sur du micro détail comme ça. Ouais. Et ça, c'est dans toute ma vie. Est-ce que c'est un super pouvoir ? Est-ce que c'est chiant parfois ? Ou tu arrives à composer avec ? J'arrive à composer avec parce que, comme je disais, j'ai mis du temps à comprendre que c'était pas normal. Ouais. Mais derrière, tu te rends compte que ça nécessite quand même de la capacité mémoire, quoi, tu vois. Donc,
Au bout d'un moment, tu te rends compte quand même que la machine est tout le temps en train de... T'as de la RAM qui est tout Ouais, le c'est temps ça, oui, sollicitée. la RAM, elle est tout le temps full, quoi, tu vois. Ouais. Donc, quand tu crois ça avec mon histoire et tu te rends compte que de temps en temps, j'ai besoin de me poser, dessiner, faire des trucs où c'est presque méditatif, tu comprends avec le temps que c'est comme ça que t'es câblé, quoi. Donc, quand tu ramènes ça à ce que tu disais, effectivement, je suis toujours en train de... Ce qu'on va appeler l'intuition, pour moi, c'est l'attention à des signes que peut-être les autres ne voient pas. Ouais, je capte. Voilà. Félix, toi? Moi, je rejoins complètement Sergio là-dedans. Et pareil, en fait, j'ai l'impression qu'il a parlé pour moi, parce que c'est un truc on va parler de l'intuition, de la sensibilité aux autres, à ce qu'ils ressentent. C'est un truc qui m'a toujours semblé naturel, en fait. Mhm. Et je sais pas si j'avance très vite ou pas, mais c'est un truc qui m'a beaucoup desservi et qui me dessert encore dans mes relations avec les gens. C'est un petit parallèle, on sort un peu du cadre du boulot, parce que, en fait, t'en viens à attendre des gens la même sensibilité ou attention à toi-même ou à leur environnement. Mais ça, pareil, c'est un truc que j'ai mis des mots dessus, parce que grâce à Isabelle, que vous avez entendu dans ce podcast d'ailleurs, On la salue. on la salue fort, et qui me disait, mais en fait, ta façon d'analyser les choses, à mettre tout en perspective, à replacer dans le contexte, à chercher la justesse et la justice dans ta façon de t'exprimer, c'est pas quelque chose qui est anodin. Et de là, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'était un peu ce qui basait ma réflexion au quotidien. Ce qui basait aussi le fait, parce qu'on en parlait la dernière fois sur mon épisode pour le coup, la volonté, je sais plus comment je l'avais verbalisé, mais le fait d'avancer avec les gens. Mhm. Parce qu'en fait, je vois pas la vie autrement, et je pense que c'est en grande partie par rapport à ça, à cette constante volonté d'analyser, de comprendre ce qui les anime. Mhm. Donc voilà, c'était Et ça. de participer à cette animation? Et de participer à cette animation parce que j'en ai les capacités. En fait, quand tu passes ton temps à observer les mécanismes humains, ou de façon moins, à dire pompeuse, les gens, ça te permet parfois d'avoir un temps d'avance et de les aider à aller là où ils ont envie d'aller, où tu sens qu'ils peuvent aller. Et du coup, quand tu dis que ça te dessert, c'est quoi? C'est une frustration du fait que ça aille pas aussi vite dans leur démarche, ou... Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit une question de temps qu'ils mettent à réagir, parce que c'est pas spécialement dans la nature. C'est plus le fait que j'ai l'impression que la vie, après ça, c'est un sentiment très personnel, mais ce serait beaucoup plus simple si les gens se comprenaient mieux. Et il y a pas mal de choses qui pourraient être évitées, des conflits, des tensions, si on prenait le temps. Après, encore une fois, je sais pas si c'est vraiment une affaire de temps, mais si on avait cette capacité-là à plus, ne serait-ce qu'écouter. C'est dans ce sens-là que ça me dessert. Je capte. Et toi? Est-ce que toi, tu parles d'écouter, là, ou est-ce que tu parles de faire attention aux signes non-verbaux, justement? Est-ce que tu attends pas des gens qu'en te regardant, ils comprennent que tu passes une mauvaise journée, ou que... voilà. Est-ce que tu parles vraiment de communication verbale, ou est-ce que tu parles de cette sensibilité qui te permet peut-être à toi de voir des choses sans les mots? Il y a largement de ça. Donc, quand j'ai dit écouter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de non-verbal, mais c'est pas simplement me concernant, en fait. C'est Les concernant eux aussi. Les concernant eux et concernant leurs interactions avec les autres. C'est pas purement égoïste, je pense pas, comme démarche. Monsieur Vincent. Ouais. Moi, quand Eric a parlé de sensibilité, forcément, ça m'a touché. Je pense être quelqu'un de très sensible, on va mettre le baromètre là. Hypersensible, je sais pas, comme toi, Sergio, j'ai pas fait de test. Mais bon, quand j'ai commencé à regarder des parcours de gens qui exprimaient leur hypersensibilité et comment elle pouvait se manifester, en effet, il y a pas mal de choses sur lesquelles je me reconnais. Oh oui. Ouais. Donc, pendant un moment, on s'est échangé pas mal de trucs où on s'envoyait des trucs de regarde les mecs hypersensibles, ça ressemble vachement à nous. Un peu beaucoup, ouais. Donc, je sais pas si un jour je ferai ce pas, mais je compose avec, je pense, depuis petit. C'est vrai que je disais que
dans mon épisode, je parlais un petit peu de cette enfance où j'étais peut-être en retrait quand j'étais dans un nouveau groupe social ou un nouveau contexte. Et je pense que ce retrait-là, c'était vraiment de l'analyse. Quand je suis dans un nouveau groupe, je prends des formations que je peux faire ou bien un groupe de travail ou autre. La première demi-journée, en règle générale, je me livre très très peu, contrairement à ce que je peux faire dans ce podcast et dans d'autres. Et je vais plutôt rester en retrait, silencieux, à regarder. Et je schématise beaucoup. Alors, je schématise les gens, leurs leviers positifs, négatifs. J'essaye de voir les interactions qu'il y a entre eux. Et je le fais sans forcément le conscientiser. Et ça m'a beaucoup servi parce que je pense que ça a forgé en moi une forme d'empathie. Donc, d'avancer avec les autres en essayant de comprendre leur complexité, ce qui me permet de relativiser certains traits de caractère de certaines personnes avec lesquelles je ne serais pas forcément en adéquation. Et inversement, ça peut beaucoup, beaucoup me desservir, et ça m'a déjà desservi quand finalement cette capacité d'analyse déraille et devient des distorsions cognitives. Et que je me fais des schémas qui sont à moi et que j'interprète des pensées ou des actes futurs qui ne sont pas encore arrivés. Mais le fait que ça puisse arriver m'énerve déjà au plus haut point. Voilà. Donc ça peut être une remarque qui va être faite que je vais interpréter à 3 coups derrière et en me disant finalement en fait ce qu'il veut dire par là c'est ça, ou ce qu'elle pense à ce moment-là ça peut être si, mais c'est parce qu'elle veut pas me dire ça, ou que lui a pas eu la franchise d'avouer que si, parce que son comportement verbal ou non verbal en fait affirme un schéma que moi j'ai déjà validé. Donc tu as des petits problèmes de mémoire vive aussi, je pense. j'ai de la RAM qui est régulièrement saturée et on va voir un petit peu comment on compose finalement avec ça, puisque je pense qu'on a tous donc ce même terrain. Après, il s'exprime de façon, je pense, différente pour chacun de nous trois. Et c'est pour ça aussi que je te taquinais sur l'intro et sur le titre, entre guillemets, la thématique de l'épisode, c'est que j'avais retenu plutôt le mot empathie. Et que c'est ça qui m'était resté un petit peu après notre discussion de 90 secondes. Ouais. Et alors, il va être dur à trouver ce titre. Ouais. Je pense c'est la sensibilité de Félix qui va s'exprimer. Non, mais je pense que ça sera plus simple à la fin de la discussion. Ouais, je suis d'accord. Et je reviens sur ce que tu disais, le fait de ne pas forcément être diagnostiqué, mais ou alors d'avoir pu s'échanger des petites vidéos. Je me rappelle, je suis tombé sur une émission, je crois que ça s'appelle Ça commence aujourd'hui, où il y a un des Robin des Bois, je crois que c'est Maurice Barthélémy. Et je tombe sur l'émission par hasard et j'écoute. Et puis, déjà, je trouve bizarre qu'ils se mettent un peu à nu comme ça, parce que je l'ai toujours connu dans le rôle du bouffon. Voilà. Ouais. Et puis, à un moment donné, il y a un passage où il explique qu'il a simplifié au maximum sa garde-robe. Comme ça évite qu'il se prenne la tête. Parce que ça lui génère on va dire au moins de l'anxiété, le fait de devoir choisir la combinaison de vêtements, etc. C'est la fatigue décisionnelle. Voilà. Et je me suis dit, merde. Je viens de comprendre pourquoi je déteste le shopping sous toutes ses formes. Ouais. Et je viens de comprendre pourquoi, une fois que j'ai trouvé quelque chose qui me va bien, j'en prends 4 exemplaires. Et ça m'évite de choisir. Et je prends tout en noir, comme ça s'accorde bien. Et puis même s'il y a une couleur, avec le noir, ça marche toujours, quoi. Donc, c'est comme si on m'avait giflé ce jour-là. On m'avait dit, voilà la piste, en fait, va regarder. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait plein de trucs qui circulaient un peu sur les réseaux sociaux, mais tout le monde se disait hypersensible parce que c'était cool, quoi, tendance. C'est un petit peu comme le burn-out ou la résilience. Voilà, c'est ça. Ouais. Ces gros mots là qu'on se colle comme étiquette pour faire cool. Sauf que tu comprends aussi certaines choses qui t'arrivent qui sont beaucoup plus négatives, même j'ai envie de dire. Tu vois, cette rame qui surchauffe là. Mais quand tu comprends d'où ça vient, tu commences à te dire oui, peut-être qu'il faut que j'ai moins de stimuli comme ça qui viennent chatouiller
cette faculté que j'ai, quoi, tu vois. Ouais. Et que tu vas exacerber en allant te mettre dans des situations où il y a un surplus d'informations. Voilà. Ce qui est chiant, moi, ce que je trouve très très chiant là-dedans, c'est que j'estime que c'est vraiment un pouvoir et que je parlais de ces théories qu'on valide ou qu'on invalide, mais on retrouve des schémas et on a cette intuition qui devient, je sais pas, c'est de l'intuition, de l'instinct, et certains appellent ça des prémonitions, mais en fait c'est juste une succession d'analyses qui, comme notre âme elle est constamment sollicitée, fait référence à des schémas qu'on a déjà connus et on sait que ça plus ça est égal en termes de probabilité à 95% à ça et que le ça va arriver. Et ce qui est chiant, c'est de se dire je dois lâcher prise en fait. Je dois laisser un peu cette part d'incertitude parce que il reste ces 5% là. Et puis en plus de ça, je suis pas sûr, moi les fois où ça m'a causé du tort, c'est des fois où finalement dans le fond j'étais pas au mieux de mes capacités. Et donc du coup, je garde la même méthodologie, mais elle sert dans le mauvais quoi. Ah ouais, bon, je vais même dire, c'est pas être au mieux de ses capacités, c'est être dans un état d'esprit négatif. C'est ça. Et en fait, je sais pas si je l'ai déjà expliqué à ce micro, mais en gros, quand tu as cette capacité d'analyse où tu prends plein d'éléments et tu fais appel à ta mémoire et tu vas les replacer et tu vas dire, tiens, dans telle situation, tel élément que j'ai détecté a donné telle solution ou tel problème, bah forcément, tu le reportes à tout ce qui se passe autour de toi. Ouais. Et c'est la même chose qui nourrit l'esprit créatif où tu as un mot-clé et tu fais une toile ou une photo ou une œuvre. Eh ben, la même chose quand on te donne un mot-clé et que tu broies du noir, entre guillemets, eh ben, tu tisses la même chose, une toile complètement sombre, quoi. Voilà. Quand on avait discuté un petit peu en off, hors antenne, hors micro, ça nous arrive des fois aussi. Tu avais employé cette image que je trouvais très belle, c'est qu'un esprit créatif, c'est un esprit qui a l'habitude de prendre une pelote de laine par un fil, un premier fil, et de le tirer. Et il va tirer, en fait, cet esprit créatif pour construire finalement un pull, tricoter ceci, cela. Et en général, c'est pour créer quelque chose. Quand ça va bien, quand on est dans des prédispositions positives, bah, ça va créer quelque chose de joli. Mais par contre, dans le négatif, c'est la même chose. On va tirer un fil qui peut s'avérer être infini dans le dégueu, quoi. Exactement. Et ça, c'est bien parce que on revient un peu sur les lives Instagram qu'on fait régulièrement maintenant. Ouais. C'est vrai qu'on a pas mal d'échanges comme ça avec les gens qui viennent. Et on en a discuté avec Cathy, me semble, la dernière fois, qui demandait est-ce que la créativité, elle est plus forte ou elle est mieux quand il y a une contrainte. Moi, je vais au-delà de ça. Je pense que il faut qu'il y ait quelque chose de négatif ou un trauma ou il faut quelque chose de dur au début. Il faut prendre le temps de l'analyser, mettre de la distance vis-à-vis de ça, et quand ça sort, quand tu es dans un état entre guillemets positif, là, tu le transcendes entre guillemets. Si, je pense, tu n'as pas ce recul-là, bah en fait, tu traduis ce que tu es en train de vivre et ça peut sortir négativement. Ou l'inverse, c'est si tu attends d'être dans une période noire pour commencer à rentrer dans ce type de procédés mentaux, eh ben, tu vas tisser ce fameux pull tout dégueulasse parce que tes mains sont sales, en fait, tout simplement. Ouais. Et moi, pour revenir à ce que tu disais, les conséquences, entre guillemets, ou les inconvénients de cette hypersensibilité, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de solitude quand même. Enfin, moi, je vais prendre mon cas à moi, mais j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu, vous me direz si je me trompe, les gars, un peu là-dedans, c'est que c'est pas... On est 3 autour de cette table, les 3 est un peu concernés, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément la norme. C'est pas pour dire qu'on est des super-héros ou quoi que ce soit, c'est juste une différence. Moi aussi. Ok, toi aussi. C'est Doctor Strange. Doctor Strange, c'est vrai. Excuse-moi. T'as pas vu l'Insta? Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, le fait de se retrouver un peu seul à penser comme ça, c'est parfois un peu... Je parlais de frustration tout à l'heure, mais
Mais ouais, moi, c'est un peu ce côté solitude, vraiment, où tu as l'impression que ça va être dur de faire comprendre ce que tu ressens ou ce que tu vois, en tout cas. Tu trouves que c'est un facteur d'exclusion, J'ai l'impression, ouais. mais que tu te fais toi-même, en fait. C'est une exclusion que tu t'imposes à toi-même. C'est pas les gens qui t'excluent parce que t'es... Si, quand même un peu. Il y a des deux. Je pense qu'il y a des deux. Quand même un peu, parce Ouais. que c'est difficile à... Tu vois, là, depuis peut-être 20 minutes, on en discute, on essaie de mettre des mots dessus. Mais tant que t'es pas dans des exemples concrets, tu vois, là, je t'ai donné un exemple dans le cinéma. Ouais, c'est ça, je regarde une scène et puis je vois passer un acteur dans le fond et je me dis, cet acteur, j'ai déjà vu, c'est pas un acteur, c'est pas un figurant. Donc forcément, il a un rôle dans le film et forcément, c'est peut-être le méchant qui est en train de... Tu vois. Donc moi, j'ai déjà fini le film, tu vois, et on est à la première minute. Donc forcément, tu te dis, va expliquer à quelqu'un tout ce qui vient de se passer dans ta tête. Oh, t'es relou, toi, laisse-moi voir mon film, tu vois. Ouais. Ouais. Et ça, c'est un exemple concret. Va expliquer d'autres choses et dire, tiens, il y a telle personne qui est passée devant moi, il y a quelque chose qui va pas dans sa vie, tu vois. Ouais, je capte. Voilà. Moi, c'est bizarre, en t'entendant, Félix, du coup, j'ai l'impression que cette sensibilité, au contraire, moi, elle m'a permis de composer avec l'autre. C'est-à-dire que je pense avoir de temps à autre un caractère très impulsif et que j'essaye de calmer et de tempérer au mieux. Et non, ça va vraiment, vraiment de mieux en mieux. Enfin, j'espère. Non, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je fais en sorte. Je prie. Si Dieu m'entend. Super convaincu. J'espère, j'avoue qu'il m'a éteint. Non, mais j'ai ce truc-là depuis petit où la frustration, c'est vraiment pour moi le sentiment que j'ai le plus de mal à gérer. Et cette frustration, elle pouvait être ressentie notamment justement dans des dialogues ou des débats où j'arrivais pas à faire comprendre mon point de vue, pas parce que j'étais en face de gens qui n'avaient pas la même, enfin, qui avaient pas la même gamberge, si, mais tu vois, C'est pas de la mauvaise volonté en face. c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste exactement. que j'essayais d'exprimer quelque chose sans savoir que finalement j'avais analysé beaucoup plus que je ne devais à ce moment-là, et ça crée une frustration de malade. Et cette frustration, après, verbalement, soit je devenais sec, soit je devenais vraiment impulsif, et donc colère, et voilà, une forme d'incompréhension. Mais on l'a vu, même nous deux, quand on a parlé de la phase de restructuration de la société. Ouais. On avait un tableau pour deux, on écrivait tous les deux dessus, on mettait des mots, et pourtant, quand on s'en reparlait, on n'avait pas forcément compris la même chose. Et c'est ouf, quand même, parce qu'on est deux personnes dans une pièce, que deux, à écrire des mots qui pourtant sont censés... Voilà les problèmes de l'amitié versus business. Je lui ai tendu une perche, mais quel con. Mais je suis un ouf. Depuis tout à l'heure, je te vois, quand tu me dis le tableau, je dis non, on va pas là-dessus. Non, mais parce qu'à la fin, ça se dénoue. C'était la petite blague. Ouais, mais t'as raison. Mais tu vois, c'est là, tu vois, la phase de dénouement. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai travaillé parce que j'ai pris du recul sur moi, ma propension à aller comprendre l'autre, ce qu'il pouvait apporter, et surtout que ma vérité n'était pas la sienne. Et ça, c'est un truc que j'ai matérialisé très bien avec notre frérot Braza. Et un jour, je te l'ai dit à toi, en fait, Félix. Je pense que c'est un gars, si on parle de conscience professionnelle, de sérieux, qui a une définition qui est aux antipodes de la mienne à la base. Et je le vois créer, depuis qu'on est ensemble, on fait que créer finalement. Sauf qu'on a un cheminement, un chemin qu'on emprunte qui est vraiment pas du tout le même. Et en fait, à un moment, on doit créer quand même ensemble. Donc à l'époque, c'est de la musique. Et moi, j'ai énormément d'attentes et d'exigences envers en plus ce que je fais. Et j'attends de lui qu'il ait exactement la même exigence que moi j'impose. Et il y a un moment où je comprends, mais ça devient vraiment limpide, que si je continue comme ça, je mets fin à notre amitié. Et que de toute manière, je pourrais pas redresser cette côte-là. Je suis face à une côte et que j'essaye de rendre en colonne vertébrale. Et que ça va être impossible. Et à un moment, je dis à Félix... Je n'attends rien de lui. Je prends tout ce qui est bon
tout ce que ça m'apporte en positif et je laisse le reste. Et c'est-à-dire que je nourris plus non plus d'attente, mais ça veut dire aussi que je m'associe plus dans certaines choses parce que je sais que ça va être incompatible. Ouais. Et c'est là où finalement cette faculté d'analyse me permet de composer avec chacun en essayant de me dire, et c'est là où je trouve que ça se transforme un peu en empathie, c'est de se dire ma vérité, ma façon de procéder, c'est pas déjà c'est pas forcément la bonne, et deux, je me prive de ce que l'autre peut m'apporter quand lui il est dans sa zone. Et c'est là où c'est un truc où ça m'a finalement rapproché, parce que je finissais moi je m'étais pris la tête avec mon grand cousin que j'estime comme mon grand frère, Anthony. Et pareil, c'était en fait, à un moment, il me regarde, lui, c'est quelqu'un qui déteste le conflit, et moi, je rentre dans ce truc-là où bref, c'est tumultueux, et il me regarde, il me dit, mais en gros, tu deviens dégueulasse, là, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois, et quand j'ai ce regard-là sur moi, là, je me dis, ah ouais, je suis en train de l'aspirer, quoi, je suis en train d'aspirer ce que j'attends de lui, alors qu'il a autre chose à me livrer, quoi. Bah, c'est une preuve de sagesse, hein, dans le sens où moi, je sais au fond de moi que cette attente que je peux avoir, je l'ai mise de côté. Et je reviens sur ce que disait Félix. Il y a ce sentiment d'être seul qui est très présent et qui pouvait me déranger jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse le travail et me dise il faut que tu acceptes en fait d'être seul. Ouais. Parce que tu es venu seul et tu vas partir seul aussi. Dans la petite boîte là, tu seras seul dedans. Hein. Je suis pas sûr que ce soit une petite boîte pour toi, frérot, mais on peut continuer. Bon. Ouais, insolent. Donc, à un moment donné, tu vois, tu essaies de te dire, oui, effectivement, l'humanité, la société, la famille, machin, tout ce que tu veux, il y a ce contexte de groupe et il faut que tu trouves un moyen de faire partie du groupe. Mais tu comprends aussi que si les gens les plus proches de toi-même ne te connaissent pas ou ne te comprennent pas, faut pas lutter en vrai, quoi, tu vois. Faut juste être en paix avec ça. Et un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire prendre et donner le meilleur, quoi, tu vois. Et pas attendre. Moi, j'attends plus rien. C'est-à-dire qu'au final, quand je dis, souvent on rigole, ouais, mais c'est parce que machin, il veut pas ci, il veut pas ça. C'est que je sais comment ça se passe. C'est trop compliqué, en fait. Je peux pas expliquer à quelqu'un tout ce que moi j'ai mis plus de 40 ans à comprendre. Je peux pas t'expliquer ça en 2 jours, quoi, tu vois. Donc, et j'ai même pas fini le travail. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, on fait un exercice qui est le nôtre, là, par exemple, le podcast, où on s'est dit les choses, tout simplement. Et j'insiste vraiment sur ça. Disons-nous ce que chacun en attend. Pour qu'il n'y ait pas de déception, tout simplement. Une fois que ça s'est mis sur la table, tu dis, je peux pas, j'ai pas ça à donner. Ok, c'est clair. Voilà. Et pour moi, c'est tellement plus simple d'exprimer ça, comme ça, que d'essayer d'expliquer pourquoi je réagis de telle façon. On va mettre... Plutôt que de te justifier. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, pour me justifier, il faudrait déjà être sûr que toi, tu sois dans l'empathie pour comprendre ce que je vais t'expliquer. Ce qui risque de me frustrer si c'est pas le cas. Tu vois, donc, au bout d'un moment, tu dis, bon, celui qui me comprendra, me comprendra. Et puis finalement, regardez où on se trouve là. On s'est trouvé parce qu'on se ressemble, tout simplement. De ouf. Ouais. Et ça match avec tous nos invités qu'on reçoit. Pourquoi on les reçoit ? Je sais pas, moi, s'il y a ce truc d'intuition, là, c'est sûr. Voilà, ne serait-ce que les invités, que eux, ils acceptent et que l'univers accepte que la rencontre se fasse, ça donne des moments magiques comme on les vit depuis quelques semaines. Voilà. Qu'est-ce que... Admettons. Alors là, c'est le grand débat. Allez. La dernière fois, on a eu ça avec... j'ai repensé en fait à notre échange avec Eric, en se disant la sensibilité, ça là, c'est inné ou alors ça peut se travailler. Et j'ai fait le parallèle avec les Jedi. Ouais. Ok. Les Jedi, les gars, Star Wars, les 3 premiers volets qui sortent dans la temporalité. Les Jedi, c'est une sagesse. Tu parles de quoi ? 4, 5, 6 4, 5, 6. Ok.
C'est une sagesse, et donc qui se traduit par le mot la force, qui s'acquiert par l'entraînement et l'élévation de l'âme et de l'esprit. Ouais, mais il faut avoir la base. Et la bagarre. Et là où les fans pètent les plombs, c'est que dès la menace fantôme, on parle des médicloriens, là, le taux de médicloriens, qui est supra-élevé chez Anakin, et donc que de toute façon, lui, la force, elle est innée. Et là, c'est là où il y a le gros débat, où il y a la moitié. Moi, j'ai adoré tous les Star Wars. Hein. Ça me va les deux définitions. Mais il y a une partie des fans qui pètent les plombs et qui disent ah non, c'est pas possible. Ça voudrait dire que en fait le jeu il est pipé quoi. Soit tu nais Jedi, mais tu peux pas le devenir si finalement tu n'es pas né Jedi. Et puis si tu veux être le meilleur des Jedi, peu importe ton entraînement, peu importe le dévouement que tu vas mettre, tu pourras pas être le meilleur parce qu'il y en a un autre qui a un taux de médiclorien qui est vraiment supérieur et donc peu importe. Ok. Et je me pose la question du coup à ce moment-là de me dire attends, est-ce que ces gens-là qui sont en rejet du taux de médiclorien là, c'est juste qu'ils ne peuvent pas accepter l'idée qu'ils ne puissent être au sommet de la pyramide un jour, ou est-ce que en effet, si on est déterminé, si on est dans sa mission et que notre but c'est ça, on peut pas devenir le maître Yoda. Alors, c'est bien que tu parles de maître Yoda. Je vais déplacer le contexte. Contexte, tu déplaces. Voilà. On est très en forme aujourd'hui. Il est trop tard pour qu'on soit sérieux. Avant de rentrer, je pense qu'on reviendra au Jedi parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais je vais aller beaucoup plus simple. Je suis persuadé qu'il y a prédisposition et travail. Il y a une part d'inné et il y a une part que tu vas acquérir par le travail. Pour arriver au stade de maître Yoda, si tu n'as pas l'inné, je suis persuadé que malgré le travail, tu n'y arriveras pas. Je dis Messi, Giroud. Avec beaucoup de travail. Tu rigoles. Attends. T'es chez toi, frérot. Tu parles du GOAT, là. Parles de Giroud, le meilleur buteur de l'équipe de France. Le GOAT. Voilà. Bon, allez, on va pas mettre Messi, on va mettre Mbappé. Non, même Messi. Voilà. Messi, c'est bien aussi. Voilà. Messi, s'il n'a pas ce qu'il a au début, il peut travailler comme il veut. Il n'arrive pas à mettre 50 ou 60 buts par saison. Avec beaucoup de travail, si tu es mauvais au début, entre guillemets, tu vas quand même arriver à un bon niveau. Tu pourras jouer avec Messi. Voilà. Ou contre Messi. Mais tu ne seras pas Messi. Tu ne seras pas maître Yoda. Donc, je pense que si on appelle ça un Jedi moyen, un petit soldat, sans la part d'inné, peut-être que tu peux y arriver. Mais si tu veux atteindre le stade ultime, je pense qu'il y a des choses qu'il faut que tu aies au début. Et souvent, quand tu prends Anakin, quand tu veux être le top du top, il y a une bascule quasiment où tu vas dans un sens très positif ou tu vas dans le noir. Dans le côté obscur. Si on revient sur le côté Jedi. Et ça donne quoi Ça donne, si tu vas au basket, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que n'est pas Michael Jordan qui veut. Quand Wembanyama arrive, on sait déjà qu'il a un truc qui fait que avec le travail, il sera hors catégorie. Rudy Gobert a les mêmes qualités physiques. On sait très bien qu'il ne sera jamais le GOAT. Il va être un bon bosseur. Il va faire ses stats. Il va avoir des titres de défenseur, etc. de l'année. Mais parce qu'au départ, c'était un mauvais basketteur et tous ses potes le disent, il ne savait pas jouer. Avec le travail, il arrive en NBA, mais il ne sera jamais le meilleur joueur du monde. Moi, je suis totalement d'accord à pareil. Je suis d'accord et en fait, il y a un principe, moi j'appelle ça le principe des curseurs, c'est que tu as des zones pour lesquelles, sans travailler, tu vas produire vachement plus d'efficacité ou tu seras vachement plus productif que quelqu'un qui travaille beaucoup. Foot Ben Arfa. Et tous les gens qui l'ont croisé disent c'était s'il avait bossé, il serait Messi. Bon, c'est pour ça que j'insiste sur le côté travail parce que c'est important. Mais il faut que tu aies quelque chose à la base. Donc inné ou je sais pas comment tu appelles ça. La danse c'est pareil. Hein.
Et si tu sais pas danser, mon frère, tu peux prendre autant de cours que tu veux. À la fin, tu seras pas les thunes, ça. Tu vois. Mais tu vois, là, le truc que je me dis, c'est la personne qui ne sait pas ou qui ne trouve pas ses curseurs, tu vois. Ouais. Je trouve que, ou même qu'il le trouve, mais qui a pas ce truc-là qui fera que il va exploser. C'est compliqué. Que ce sera pas la légende. Ouais. Voilà. Mais tu peux quand même être Giroud. Exactement. C'est pas mal. Exactement. Il n'y a pas 50 Messi, il n'y a pas 50 Jordan, il n'y a pas. Voilà. Et puis si tout le monde pouvait être une légende, donc il n'y aurait plus de légende finalement. On est bien d'accord. Voilà. Ouais. Donc, Mais là où ça me dérange, c'est là où ça me dérange, c'est juste moi en fait. Ça me dérange que moi, parce que moi je veux être maître Yoda, c'est tout. Et je me dis, en fait, je ne pourrais pas accepter d'avancer dans la vie sans me dire que je peux être maître Yoda ou que je suis né avec un Yoda en WAM. Ah, mais maître Yoda dans quoi? Là, aïe. C'est peut-être là le. Il est mauvais, le gars. Non, au contraire, c'est là. Il est mauvais. Je dirais que là, dans ce que tu viens de dire, la principale cause de mon tiraillement. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que tu es en train de déployer... Alors, voilà, je vais prendre mon cas, et tant pis si ça paraît un but de sa personne. J'estime que je suis né en Yoda. Et je suis en train de me poser la question, est-ce que je passe pas mon temps à essayer de remporter un concours de claquettes ? Et je me dis, attends, t'as pas écouté la force. Il y a peut-être une autre mission, tu vois. Et peut-être que. Mais ouais, c'est un peu ça. Je t'invite à essayer de définir ta mission. Ouais, je suis en train de le faire avec. Tu vois, et que une fois que ça sera clair, ouais. Tout le reste, ça devient des moyens ou alors des subterfuges pour te raccrocher à ce monde dans lequel on vit. Quand on m'entend, on dirait que c'est quelque chose que je n'aime pas. Non, c'est que tu vis dans un monde qui ne te correspond pas forcément, mais il faut y être quand même. Et moi, je suis ailleurs, en vrai. Tu vois, et je le sais. Et une fois que tu es à l'aise avec ça et que tu es capable de te raccrocher, à un moment donné, je faisais la navette entre les deux mondes et c'est pas bon non plus. Maintenant, il faut juste y être accroché, mais avoir la liberté d'aller où on veut. Comme on disait, son point d'ancrage qui te permet de naviguer. Ouais. Donc, les racines bien ancrées, la tête dans les nuages. C'est un épisode chelou, ça. De ouf. Ouais. Où est l'entrepreneuriat dans tout ce bordel? Mais on va y venir. On va peut-être y venir ou peut-être pas. Oui, non, mais de toute façon, on a le temps. Allons-y. On a le temps. Allons-y, parce que dans ce qu'on vient de dire finalement, on parle d'interaction envers les autres, on parle de connaissance de soi, on parle de faculté analytique, et ça, je pense que c'est quand même une très bonne base. Et c'est une base excellente puisque dans notre cas, le désir d'entrepreneuriat, donc on vous renvoie au épisode 0, 2... Ouais, pas épisode 1, parce que c'est les risques et on en parlera une autre fois. Épisode 0 ? 0, la liberté, 2, la valeur. Ça définit un petit peu tout ce qui fait de nous les entrepreneurs que nous sommes aujourd'hui. Et avec les épisodes sur nos parcours, c'est je ne vais pas dire la conclusion, parce qu'on a le temps de développer ça dans plein d'autres épisodes, mais ça permet de comprendre sur quel socle se base notre entrepreneuriat. Je ne parle pas de nos entreprises parce que je pense que ça dépasse nos entreprises. Oui, complètement. Demain, tu peux fermer et faire autre chose qui reste dans... Voilà. Ouais. Mais ça permet de comprendre ce désir de prendre en main son destin. Voilà. Et je pense que pour ça, il faut avoir compris quelle est ta mission. Donc, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est bizarre pour des complets anonymes de se dire Yoda. Mais moi, je sais que je suis Doctor Strange. J'ai décidé d'accepter la mission. Ouais. Comment on compose du coup avec ses clients, ses partenaires, ses prestats Ah ouais, toi tu fais le grand écart direct. Ouais, direct. Ouais. Non mais c'est vrai. Est-ce qu'on attend... question purement rhétorique. Est-ce qu'on attend de nos partenaires, on va dire, pour pas les nommer prestataires, qu'ils aient la même... Oui. Ok. Ouais, ça c'est la réponse de Sergio.
Moi, je dirais que j'essaye de faire en sorte que non. Même si intuitivement, je dirais oui. Tout le travail réside dans le fait d'accepter leurs différences. On va commencer par là, je pense. Et bah, après, il y a la question du professionnalisme et du sérieux, sur laquelle il n'y a pas de transigence. Transigence, on dit en français ? Si on dit intransigeance, forcément, oui. Merci. Il n'y a pas de transigence possible. Mais après, il y a des choses qui nous sont très personnelles, avec lesquelles c'est difficile de trouver des gens qui pensent comme toi, de façon générale. Donc, moi, je dirais ouais, ou un peu, mais pas tout à fait. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Donc, j'ai déjà salué mes gars ici, Polo, Julien. Yep. Quand je bosse avec vous, vous me connaissez, donc forcément... Voilà. Et puis après, ça revient à ce que je disais, il vaut mieux être seul ou peu accompagné que mal accompagné. Ah, je suis d'accord avec cette phrase. Donc je ne vais pas aller sur des choses où j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai pas confiance. Tout simplement. Est-ce que vous avez déjà été amené à manager des grandes équipes ? Enfin, grandes équipes, on va dire plus de 5-6 personnes, quoi. C'est pas manager, mais quand tu es chef de projet, en fait, tu as la responsabilité de projets sur lesquels il peut y avoir beaucoup de monde. Et la difficulté du projet, c'est quand tu as affaire à des gens de ton agence que tu vas pouvoir, peut-être que tu connais déjà, que tu peux voir tous les jours, avec qui tu peux avoir des rapports plus humains, des discussions, et pas que des emails ou des coups de téléphone. Mais parfois, et moi ça m'est arrivé très très tôt dans le process, tu dois bosser avec des prestataires externes. Donc tu vas bosser avec une boîte d'animation 3D à Montpellier, tu vas bosser avec un groupe de développeurs à l'île Maurice. Et là du coup, je pense que tu dois être encore plus humain dans ta façon de communiquer pour casser la barrière de la distance, tu vois. Et en même temps, là pour le coup, il n'y a rien de personnel. Ça, c'est complètement différent de ce que je m'applique maintenant. Parce que là, tu es dans un cadre professionnel, à l'image d'une agence. Et en fait, tu représentes l'exigence de ton agence et pas la tienne. Donc, ce qui peut t'irriter dans la façon de procéder, tu regardes un peu comment les gens se comportent. Moi, j'ai une mission sur ma boîte actuelle. Et je dis, ça va nécessiter de bosser 12 heures. Si je vais chercher quelqu'un, il faut qu'il soit capable de bosser 12 heures avec moi. À l'agence, tu sais comment ça se passe. Chacun a signé un contrat, pas avec toi, mais avec l'agence. Et tant que son manager est OK avec ce qu'il fait, toi, tu n'as rien à dire, en fait. Tu vois. Donc, il y a une distance quand même. Bon, il y a une exigence de qualité, évidemment, mais ce n'est pas tes employés. Ouais. Donc, que tu sois manager ou pas, en vrai, c'est pas toi qui signe le chèque. T'as pas le pouvoir de décider de quel tournant ça va prendre pour telle ou telle personne ou comment tu vas... Non, et puis c'est même pas toi qui rédige les partitions de la façon dont la musique est jouée à l'agence. Donc tu joues le jeu. Évidemment, l'agence va avoir des exigences elle-même en termes de qualité, etc. Donc toi, tu vas représenter en tant que chef de projet. Mais chacun fait un peu ce qu'il veut en vrai. Donc c'est mieux même qu'il t'ait entre guillemets à la bonne. Et c'est ça qui me faisait chier en fait en agence, c'est que si on t'a pas la bonne... Ouais, donc en fait, oui, c'est que tu es obligé d'adopter une forme de posture pour pouvoir pour faire en sorte que tout le monde avance dans le même bateau, mais t'as pas le pouvoir de dire écoute-toi, c'est pas comme ça, c'est comme si... Et pour moi, c'est très supportable parce que c'est au-delà d'une posture, c'est comme ça que je suis. En tout cas à l'époque, tu vois. C'est que j'aime profondément les gens et j'essaye quand je bosse sur des projets qu'on soit en train de bosser ensemble et pas que je vous donne du boulot en fait. Je suis pas votre boss, tout simplement. C'est pas moi qui te paye. Ouais. Donc je t'explique et j'essaie d'exprimer la façon dont moi je vois le projet pour que tu sois aussi intéressé que moi. Mais en vrai, c'est peut-être ça que tu vas appeler du management. Mais en vrai, tu fais ce que tu veux. En vrai. C'est avec ton boss que tu vois ça. Je suis pas ton boss. Ouais, je capte. Moi, je vous posais la question parce que moi, j'ai eu justement cette casquette de manager, mais du coup, manager direct. Donc, c'est-à-dire que t'es sous ma responsabilité. C'est écrit dans les statuts, quoi. Ouais. Et c'est un truc qui m'est arrivé très tôt dans ma vie, parce que la première fois que ça m'est arrivé, j'avais 21 ans.
Et au début, c'était déconcertant. Et c'est là que j'ai vu que ma sensibilité et justement cette faculté d'analyse pouvaient m'aider à fond là-dedans. Et je vais raccrocher ça ensuite à l'expertise. C'est-à-dire que quand j'ai eu donc ces 21 ans et qu'on m'a proposé ce poste-là, donc de directeur adjoint, j'étais en charge justement des équipes pédagogiques, en l'occurrence d'un séjour de vacances. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup d'armes dans l'éducation populaire, mais pas du tout dans le management. Ouais. Et les seules armes que j'ai dans le management, c'est mon côté Yoda, quoi. Donc la partie innée, je capte les gens, je comprends les gens. Mais par contre, pour les faire travailler ensemble, au service de mon projet, et c'est ça que j'avais pas capté au départ, c'était très compliqué. Et en fait, en l'espace de 2-3 ans, ça devient vraiment une zone de confort incroyable. Et c'est là où je vois justement que tout ce qu'on a exprimé depuis le début me sert à fond. Et c'est pour ça que je dis que moi, c'est un truc qui m'aide aussi à interagir avec les gens. Et en prenant en compte justement très rapidement, alors j'avais la chance de pouvoir être déjà dans le processus de recrutement, donc ce qui changeait quand même pas mal la donne sur la fin du projet. Mais malgré le processus de recrutement, dans le recrutement, donc c'était des équipes qui étaient entre 14 et 28 personnes. Ça dépendait combien de séjours je prenais. Si je prenais 2 séjours, j'allais devoir recruter 28 personnes. Et moi, j'étais pas seul. J'avais un directeur vraiment chevronné et qui est devenu un mentor dans ce rôle-là. Et heureusement que je l'avais à mes côtés. Mais même si tu fais un recrutement et que tu as quand même ce pouvoir-là de discuter au préalable, tu as toujours des surprises. Et deuxième chose, dans cette configuration, je devais manager des gens dont j'étais très très proche. Des gens que je considère comme mes frères et sœurs, quoi. Et ça, pareil, ça demande aussi d'être finalement, d'avoir cette casquette d'expert. C'est-à-dire que tout le monde doit t'identifier comme la personne digne de confiance. Le référent, celui qui t'amène dans une direction qui sera la bonne. Alors, il faut lui faire confiance. Ce sera peut-être pas la manière dont toi tu aurais fait si tu étais à sa place, mais il est légitime à être à cette place et tu peux lui faire confiance. Et ça j'ai pu l'acquérir que par ce travail de compétences que j'ai acquises et puis c'est ça, se positionner en tant qu'expert. Mais pour ça, j'ai dû du coup rentrer en profondeur dans le taf et dans la formation et compagnie pour finalement mettre une méthodologie sur ce qui me paraissait être inné. Donc la partie innée, c'était je sentais que telle personne est contestataire, comment je l'implique dans le projet. Et puis ensuite, c'était comment surtout je définis la partie finalement travail, c'était comment je définis mon projet pour qu'une personne qui peut s'avérer être tout le temps contestataire soit dans un cadre qui permette de mettre à bien ce projet sans qu'il soit détruit constamment, quoi, ou rediscuté. Et ça a été une expérience vraiment, vraiment, vraiment formatrice. Et voilà, j'ai vraiment aimé ce pan de mon métier. Ouais. C'est une façon de voir le management et effectivement, c'est de se dire, je suis l'expert, je suis le mentor et en gros, j'ai déjà maîtrisé ce que vous faites et du coup, ayez confiance quand je vous dis qu'il faut faire comme ça. Mais il y a une autre façon et j'aime bien ces parallèles avec le sport, c'est de dire l'entraîneur, ça peut être Zidane, c'est-à-dire champion du monde Ballon d'Or, ou ça peut être Arrigo Sacchi, qui est un des grands entraîneurs de l'histoire du Milan AC, qui lui n'avait pas de carrière de footballeur professionnel, mais qui a gagné des Champions League avec... et qui disait, j'avais jamais réalisé, et quand on lui disait justement, toi t'es pas un footballeur, comment tu peux savoir comment jouer au foot, il disait, j'avais jamais réalisé que pour être jockey, il fallait d'abord avoir été un cheval. Et donc en fait, il y a 2 façons de faire. Mourinho, c'est pareil, c'était pas un grand footballeur, pourtant c'est un des plus grands entraîneurs. Donc moi, j'ai fui très rapidement ce truc-là parce que en gros, en agence, t'es chef de projet. Après ça, t'es chef de groupe, donc tu encadres des chefs de projet ou directeur de projet, ça dépend. Ou alors directeur de clientèle, toujours au-dessus des chefs de projet. Ensuite, tu rentres dans les strates de management de l'agence et puis tu vas jusqu'à DG si tu as vraiment
un profil très très fort, quoi, tu vois. Mais moi, tout de suite, j'ai senti que j'étais plus proche des projets que des gens, en fait, dans le management. Donc, j'ai bifurqué rapidement sur de l'expertise, de dire, bah, tiens, quand ça suffit plus, bah, appelle-moi consultant, mais je veux rester sur des projets. Donc, je vais peut-être plus être les mains dedans, mais je vais avoir plus l'aspect stratégique. Ou alors, je vais rédiger les propositions commerciales pour le business, tout ça, tu vois. Mais je veux rester attitré à des projets. Je veux pas gérer des gens, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et puis, quand tu es dans ce contexte-là, tu te dis, mais ouais, en fait, je vais finir dinosaure consultant, quoi, tu vois. Donc, bah, je vais faire la même chose, mais à mon compte. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en plus de mon désir de liberté lié à mes plusieurs casquettes, qui ont fait que j'ai jamais eu ce truc de me dire, parce que j'ai un certain niveau, je vais pouvoir inculquer ça à d'autres personnes. Ça, je l'ai fait autrement dans l'enseignement. Une fois que j'ai rejoint l'école de design où j'ai pu plonger dans ce truc-là qui m'a beaucoup nourri aussi. Mais voilà, là où je transmettais, oui, j'ai vraiment apprécié ce moment-là, mais j'ai jamais vécu ça dans le cadre du travail. Mais là où ça devient vraiment puissant, et je te rejoins à fond, c'est justement quand tu ne te cites plus, quand tu n'expliques pas ton expérience à toi. Ouais. Et c'était mon défaut dans les premières années, c'est-à-dire de dire, vous avez vu l'animateur que j'étais, Ouais. écoutez ce que je vous dis. Ça, Ouais, c'est un truc qui ne fonctionne pas parce que bah, justement, tu te mets un peu en rupture avec la sensibilité de chacun. D'autant plus que c'était très compliqué d'être le même animateur que moi. J'avais un rythme de vie, je me couchais à 4h du matin, je me levais à 7, 8. Mais bref, voilà, je pouvais pas imposer ça et ça marchait pas ce truc-là. Là où c'est devenu vraiment clair, c'est quand j'ai réussi à définir mon projet. En l'occurrence, ça s'appelle un projet pédagogique. Et là où tu te dis, ce que je vais donner, en fait, c'est une direction, un sens. Mais ensuite, tous les acteurs de ce projet-là, c'est l'ensemble de l'équipe. Et si eux n'adhèrent pas à ce projet commun, le projet, il est mort. Donc, comment tu fais en sorte que chacun se sente investi d'une responsabilité qui est la sienne, qu'il la prenne et que ça serve le projet commun. Et c'est vraiment là, à ce moment-là, que j'ai réussi à comprendre ce que c'était justement ce truc-là de ne fais pas, ne va pas faire, ne fais pas à la place de, fais confiance, tu vois. Et voilà. Et tu faisais un parallèle avec le foot. C'est marrant, donc justement, quand j'étais dans ce même métier, on avait des ados. Et donc ces ados-là, on en avait un petit groupe là, qui était 5-6 et qui tous étaient à la CBB ou à Bretigny, qui étaient placés dans des centres de formation. Et individuellement, ils étaient très très forts. Et on avait un réseau, du coup, dans l'Essonne, de villes, où on organisait des matchs intervilles, quoi. Et l'un de mes collègues, Chekou, qui est comme mon frère, qu'on salue. Mon gars, Chekou. Chekou, vous le connaissez, donc c'est un grand footeux, un grand footeux, et c'est un très grand sportif. Donc quand il y va... l'homme fiable, capable. L'homme fiable, capable, l'homme solide, l'homme dur. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on le définit. Et c'est quelqu'un, quand tu le mets sur un terrain de foot, tu peux être sûr que ce soit un match amical, que ce soit un five entre cousins, ou que ce soit un match de Ligue des Champions, il y aura de l'abnégation de la première minute jusqu'au coup de sifflet final. Ça, c'est indéniable. Il a une connaissance du foot qui est bonne, il sait comment jouer, et à chaque fois, il prenait cette équipe-là, il partait en tournoi, et il revenait perdant. Et ça me rendait fou, parce que je ne conçois pas la défaite. Voilà, c'est un truc... au-delà de... En fait, c'est pas que j'aime pas perdre, c'est que j'aime pas gagner. Ne pas gagner. C'est ça le truc. Et donc, je dis, mais attendez, les gars. T'aimes pas perdre, arrête de tourner autour du pot. T'aimes pas perdre. J'aime pas ne pas gagner. Je regarde les gars revenir et à chaque fois, en plus, ça crée des tensions parce que les petits, ils vivent à fond pour le foot, tu vois. Et quand ils reviennent du minibus, ils sont en embrouille. La suite des vacances, elle est tendue. Enfin, les 2 jours qui suivent, Chekou, il est à cran. Je dis, mais c'est pas possible que vous vous faites laver à chaque fois, tu vois. Et donc, je suis en direction sur l'un des trucs. Et là, je dis à Chekou, écoute, moi, je suis éclaté au foot.
je vais à l'interclub, là. J'y vais. De toute façon, à chaque fois, vous faites laver, là, j'y vais. Je peux pas me dire que... Et je ne connais strictement rien au foot. C'est-à-dire que pour ceux qui m'ont vu jouer au foot, c'est déplorable. Mais je vois ces petits-là, et je les connais en dehors du terrain de foot. Je sais comment ils sont, je sais comment ils réagissent, je sais comment ils sont à cran sur les nerfs, c'est viscéral. Et puis je sais aussi que chacun veut briller, et que chacun peut briller, et qu'individuellement, ils font des trucs de fou. Et donc c'est un match de foot en salle, donc c'est 7 contre 7, je crois. Et je leur explique qu'au début du match, au début du tournoi, il y a une règle, que moi je connais pas le foot, que je leur fais confiance sur le foot. Ma seule règle, c'est que dès qu'il y a plus de 2 touches de balle, tu sors du terrain. S'il y a plus de 2 touches de balle, tu sors du terrain. Et moi, mon seul rôle que je vais avoir sur le côté, en dehors de les motiver, c'est compter le nombre de touches de balle qu'ils vont faire. Et dès qu'il y a plus de 2 touches de balle, tu sors du terrain. Et donc, premier match... Guardiola. Ah non, mais premier match, tu vois, j'en sors 2-3. Et à chaque fois, donc du coup, je fais... Parce que j'ai pas non plus un banc de ouf, tu vois, mais celui qui est sorti avant, bah, il rentrera au prochain qui fera plus de 2 touches de balle, tu vois. Et on prend le tournoi, on le gagne. Et je suis refait. Alors, il y a peut-être une magie du débutant de coach, tu vois, mais je vois déjà, eux, comment ils ont appris à interagir ensemble, et je me dis juste, en fait, c'est ça le truc du manager ou de celui qui donne la direction, et finalement, peut-être, on définira après celui de l'expert, qui est quand même différent de ce que je viens d'expliciter, mais savoir où tu vas permet d'expliquer de façon limpide à des gens qui n'ont pas forcément besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants de ce que toi, et des aboutissements de ce que toi, tu as en tête. Ouais. Donc finalement, cette faculté, toi, d'analyse que tu as, elle est importante. Et tu n'es pas obligé d'attendre qu'eux, ils aient la même. Par contre, il faut que tu leur donnes une direction qui est claire. Et ça, c'est un truc que j'ai pu matérialiser dans ces expériences-là. Bah, s'il faut l'expliquer, en gros, la différence, c'est que tu as quelqu'un qui va vouloir que tu fasses les choses comme lui, parce que lui, il a éprouvé ça et pour lui, c'est la méthode, ou qui n'a rien connu d'autre, et qui va te donner toutes les étapes pour être comme lui. Ou alors, effectivement, il faut décortiquer le but et dire, voilà, moi, je veux qu'on aille là-bas, et pour y aller, il faut qu'on soit rapide, il faut qu'on soit en mouvement, il faut que la balle circule vite, et tu n'es pas sur des trucs personnels, entre guillemets. Et ce qui est difficile, et un autre exemple comme ça dans le foot, c'est Thierry Henry, qui est un des plus grands attaquants français. Sa première expérience de coach, c'est une calamité. Ouais. Il arrive à Monaco et en fait, il veut que les petits soient comme lui. Ouais, il est encore joueur dans sa tête. Tu vois ? Et d'un coup, sauf que après quelques années, même si déjà on avait compris qu'il avait une grosse pression au niveau de l'excellence, ou même de la perfection, on va appeler ça carrément, par rapport à son père, qui était sur son dos, il reproduit ce schéma-là, tu vois. Et il attend des petits qui sont en formation, qui soient exceptionnels, qui soient comme lui, qui est probablement dans le top 3 des attaquants français. Ça marche pas. Parce que tu dis chez Kou, s'il commence à demander au petit d'avoir son énergie, c'est mort. Forcément, c'est mort, tu vois. Donc, si tu reproduis ça, c'est très compliqué. Il faut avoir beaucoup de psychologie. Je te parlais d'enseignement. Quand je vais former des étudiants, j'attends pas à ce qu'ils deviennent comme moi. Ouais. Je veux leur donner des outils pour qu'ils puissent naviguer dans ce monde-là que je connais bien. Donc, je vais leur dire ce que je pense être légitime pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais ça n'a rien à voir avec moi et ma marque personnelle, entre guillemets. Ouais. Voilà. Ouais. Et si tu n'arrives pas à détacher ça, effectivement, c'est ça le mauvais coach. C'est pour ça qu'on dit souvent les grands joueurs ne font pas forcément des bons coachs, parce que s'ils n'arrivent pas à se détacher de la façon dont ils y jouaient ou ce qu'ils sont, forcément ça ne marche pas, parce qu'il y en a un ou deux comme ça par génération, quoi. Ouais. Et c'est là qu'on voit finalement le parallèle avec le chef d'entreprise, en fait, de celui qui a eu une faculté qui était peut-être freelance ou autre chose. À partir du moment où il devient chef d'entreprise, c'est ça, cette façon-là qu'il va avoir de donner une direction à son entreprise. Si tu as une direction, entre guillemets, ferme, comme moi je peux l'avoir, soit tu trouves des pépites qui peuvent travailler avec toi de manière régulière. Heureusement, j'en ai. Pas beaucoup, mais j'en ai.
Je les ai déjà salués plusieurs fois, mais Polo, Julien, HD Diff, ouais, j'ai des gars avec qui je bosse qui font bien le boulot. Et si je dois aller chercher quelqu'un pour un projet où il y a besoin d'une forte expertise, eh ben, j'irai chercher le mec le plus fort du monde, L'expert. l'expert, tu vois. Parce que si c'est quelqu'un d'extérieur, je ne vais pas avoir le temps de m'assurer qu'il ait les mêmes valeurs que moi. Et ça prend du temps. En général, c'est des gens avec qui tu as déjà bossé, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile quand vous vous mettez ensemble pour travailler. Si tu n'as pas ça, s'il faut aller recruter quelqu'un, tu vois, moi, je suis incapable souvent de me dire, mais tiens, pourquoi tu ne prends pas des apprentis, stagiaires, etc. Laissez-moi tranquille avant de rentrer dans leur tête et comprendre qui Fuyez, ils sont. pauvre fou. Ah ouais, je sais ce que je vais exiger et je sais déjà que il y en a peut-être 2 ou 3 dans l'île de France qui va pouvoir assumer ça. Donc je me fatigue pas à chercher. Je préfère prendre un expert, je lui mets la somme qu'il m'a demandé et à moi de faire comprendre au client que ça vaut ça. Point final. Est-ce qu'un expert, il doit avoir cette sensibilité? Laquelle? Ce qu'on exprime depuis le début, faculté d'analyse, compréhension, empathie. Pas forcément. Ou est-ce qu'il doit avoir, ou est-ce que c'est un bourreau de travail? Franchement, je Ouais. pense pas que ce soit forcément quelqu'un qui doit avoir cette sensibilité-là. Si tu es un expert de la technique, quelque part, si tu es le prestataire auquel va faire appel Sergio ou si tu es, ou peu importe, je pense pas que tu aies forcément besoin d'avoir cette sensibilité. Après, tu peux être expert dans plein d'autres choses. Tu peux être expert en management. Et dans ce cas-là, tu es complètement obligé, ou même en management, ou même en gestion d'entreprise, d'avoir cette sensibilité-là. Donc expertise égale travail, égale expérience, égale... Ouais, l'expertise technique, je pense que c'est complètement différent de l'expertise humaine, quelque part. Ouais, Mais finalement, l'expertise humaine n'est qu'une expertise technique tournée autour de l'humain. On peut dire ça. Parce que enfin, on commence à avoir quand même une certaine connaissance de l'humain. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, pour moi, ouais, un expert, c'est quand même quelqu'un qui a passé, ne déplaise à tous les gens sur les réseaux, qui peuvent mettre dans leur bio ce qu'ils veulent. Il faut avoir passé un certain nombre de vols quand même avant de prendre l'avion et d'emmener des gens dedans, quoi, tu vois. Je ne redoute pas celui qui a mis 10 000 coups de pied, je redoute celui qui a mis 10 000 fois le même. Tu vois, donc... Bruce Lee. Voilà, et le chiffre 10 000, apparemment, il faut avoir fait 10 000 heures. Pour sortir de la zone du débutant. Voilà, pour se dire qu'on est un expert en quoi que ce soit. Et 10 000 heures, ça représente 3 heures par jour pendant 10 ans. Donc, si tu as travaillé sur les réseaux sociaux 3 heures par jour pendant 10 ans, tu peux me dire que tu es expert en social media. Si tu as fait de la peinture 3 heures par jour pendant 10 ans, tu peux me dire je suis peintre virtuose, etc. Ce qui est très important dans la façon dont on se définit, justement. Parce que, là, je le vois rien qu'en calculant, rapidement. Moi qui suis pluridisciplinaire, je ne peux pas me positionner en tant qu'expert dans tous mes domaines. C'est impossible. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que... par contre, tu vois, tu disais, et je reviens à ce que tu disais, ouais, je sais que j'ai cette volonté d'être Yoda, mais en même temps, je suis dispersé. Je te renvoie à l'épisode qu'on a fait avec Natacha. Peut-être que ton super pouvoir, c'est d'avoir plusieurs capacités. Donc peut-être que tu n'es pas un virtuose dans chacune de ces capacités, mais personne que toi ne peut faire 10 choses aussi bien que toi. Ouais. Et on va appeler ça de l'arrogance ou ce qu'on veut, mais... Allons-y. Va me chercher un photographe, dessinateur, peintre, qui a une agence et qui fait de la communication digitale à ce niveau-là et qui fait tout ça en même temps. Ouais. Donc forcément, moi, on ne parle pas de 3 heures par jour pendant 10 ans, c'est pendant 20 ans. Donc à un moment donné, quand tu attends quelque chose, tu as le droit d'avoir cette exigence-là. Et on va mettre les facteurs humains, etc. J'ai beaucoup d'empathie dans plein de domaines, mais quand il s'agit de travailler sur des sujets sur lesquels moi j'ai passé le temps,
il est hors de question que j'accepte quelque chose de passable. Je ne parle même pas de médiocrité, je parle de quelque chose de passable. J'ai le droit de demander de l'excellence. Voilà. Je suis très content qu'on arrive à ce moment-là, là, parce que dans beaucoup d'épisodes, on parle, et puis finalement on parle entre nous, mais ça résonne auprès des auditeurs, et on se dit que l'une des clés, c'est d'apprendre à se connaître. Et en même temps, c'est super impalpable comme concept, d'apprendre à se connaître. Et là, on vient de mettre un truc, on vient de mettre des éléments très factuels. C'est-à-dire que ce truc des 10 000 heures, c'est un truc que tout le monde peut arriver à quantifier. Très rapidement, là, n'importe qui entend ça, peut identifier dans quelle zone, soit il a déjà largement dépassé son temps de vol, soit il est sur la bonne voie. Et soit il sait que aller prendre ces 10 000 heures-là ne lui coûtera pas énormément non plus. Et où il n'aura pas le sentiment que ça lui coûte. Et ça, je trouve que c'est cool. Donc, pour apprendre à se connecter, en effet, cette théorie des 10 000 heures, elle est très, très bien. Il faut le temps. Et si tu viens me voir au bout de 5 ans, assure-toi que tu es fait 6 heures par jour. Oui. Sinon, viens pas me déranger, en fait. Tu es certainement sur la voie. Et ce que tu vas faire peut avoir de la gueule et peut séduire 80% des gens. Mais moi, j'ai toujours estimé que en visant les 1% du dessus, là, du haut de la pyramide, forcément, tu vas toucher 99% qui sont en dessous. Clairement. Donc, effectivement, ça peut paraître arrogant, etc. Mais moi, je vise ça. Je vais être dans la conversation avec tous ceux que vous nommez, que vous vénérez, parce que je fais autant de boulot, en fait, tout simplement. Et qu'en plus, je suis conscient et persuadé qu'au départ, j'ai ce truc en plus qui est lourd à porter, puisque, comme je disais, je vois ce que c'est aussi les mauvais côtés de ça. D'avoir cette faculté de tout capter. Bah, tu captes aussi du sombre, du très sombre. Là, c'est ce qu'on disait en début d'épisode. Voilà. Ça rebondit un petit peu sur justement le dernier live qu'on a fait où il y avait une auditrice qui nous posait cette question-là un peu en lien justement avec ce syndrome de l'imposteur. Donc on vient de dire, on peut largement effacer son syndrome de l'imposteur juste en faisant un rapide calcul. Vous avez votre temps de vol. Donc si vous avez les 10 000 heures et que vous êtes encore dans le syndrome de l'imposteur, c'est problématique. Là, il faut consulter. Si vous êtes dans les 5 premières heures de vol, bon, à la limite, c'est légitime de se dire que vous êtes audacieux et ne vous dites pas que vous êtes un imposteur. Ça, c'est pas non plus... c'est pas bon de se flageller, dans tous les cas. Mais du coup, cette auditrice nous disait, malgré le fait qu'on puisse ressentir notre compétence, sa compétence ou autre, il y en a d'autres qui sont peut-être au-dessus, d'autres qui sont peut-être au même niveau. Pourquoi la personne me choisirait moi? Pourquoi le client va me choisir moi? Et là, tu viens d'y répondre en vérité. C'est que cette sensibilité, ce qui fait de toi, ton individualité, ta singularité, c'est ça que la personne va peut-être chercher. Et qu'à même temps de vol, ou peut-être même une autre personne qui a plus de temps de vol, ta relation avec la personne sera différente et donc c'est avec toi qu'on veut fonctionner. Donc ne nous posons pas la question de savoir qui va venir toquer à notre porte et pourquoi il viendrait toquer à notre porte alors qu'il y a tout un tas d'autres portes. C'est parce que certains ont des clés qui ne rentrent pas dans toutes les serrures. Waouh. Le cadre classique, c'est tu essaies de te positionner. Donc tu as ce que tu es, ton offre, et tu vas avoir les concurrents. Tu vas essayer de voir un petit peu comment ton offre, ton service, ton produit, ce que tu veux. Tu vas essayer de voir comment tu présentes ça ou comment peut-être que le service il n'existe pas encore, comment tu vas le créer par rapport à un marché donné, par rapport à la concurrence qui a ce marché-là, pour se te dire, tiens, si tout le monde va à gauche, je vais peut-être aller à droite, et j'aurai un peu plus d'espace d'expression. Effectivement, là, on viendra me chercher moi, parce que je suis le seul qui suis à droite. L'océan bleu. Voilà, l'océan bleu. Ouais. Mais il se trouve que sur un paquet de business, tu es dans un océan rouge, et que forcément, il y a beaucoup de monde autour. Donc, c'est là où il y a eu cette notion de personal branding, de dire, tiens, je vais rajouter quelque chose. On est sur le même domaine, mais je vais rajouter quelque chose qui est lié à moi ou à mon entreprise, etc. Et qui va faire la différence par rapport aux autres. Le problème que j'ai avec ça, c'est que très souvent, on garde toujours la même chose par rapport au cas classique, c'est-à-dire que je vais essayer d'aller voir chez les autres
ce qu'ils attendent et je vais ou ce qu'il n'y a pas et je vais me positionner. M'y Tu coller. vois. Et en fait, quand tu commences à utiliser du positionnement dans un truc personnel, bah, tu n'es plus toi. Ouais, Tu tu vois, te dénatures. et tu te dénatures ou alors tu racontes une histoire qui n'est pas la tienne. Ça peut tenir un moment. C'est comme les mythos. Il y a un moment où ça commence à se cafouiller là, tu vois. Est-ce qu'on fait pas une chronique chasse aux mythos? Parce qu'on en a des pépites en ce moment sur les réseaux. Oh, elle est magique. Elle est magique. Alors, le Concorde, il est venu me chercher et puis on m'a déposé sur le tarmac, machin. Et je suis parti en hélico, ça m'a déposé. Salut à toi, jeune entrepreneur. Je vais la faire à chaque fois, c'est bon. Ça y est. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Tu parles de personal branding, Sergio. Est-ce que le personal branding, c'est le fait que le chef d'entreprise, le fondateur, se mette en avant? Ou est-ce qu'un personal branding, ça peut être l'identité de la marque qui est définie par, je sais pas, comme si c'était une personne morale finalement? Alors, non, le personal branding, à la base, c'est dédié aux célébrités, entre guillemets, tu vois. Ok. C'est des gens qui ont un rôle public et qui vont définir les contours de la façon dont on les voit. D'accord. Parce que, concrètement, il faut, entre guillemets, souvent maîtriser cette communication que tu as. Il faut que tu arrives à... On appelle ça image, on appelle ça comme on veut, mais ça vient de là. Et ensuite, parce que entrepreneuriat, parce que effectivement dans certaines entreprises, tu as le mythe du fondateur où on le met en avant, tu vas avoir ces mêmes techniques-là qui sont appliquées à des personnes. Mais c'est des personnes, c'est pas le personal branding va servir la marque. Va servir la marque, Voilà. mais par répercussion. Ouais. La marque en elle-même, il faut qu'elle ait son branding, quoi, ouais, tout c'est ça. simplement. Ouais. Ok. Donc personnel, c'est vraiment lié à Un individu. un individu. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Bon, c'est fort. Ouais, et donc c'est important. Je pense qu'à un moment donné, il faut le faire. Mais soit tu le détaches complètement de ton entreprise si tu veux être authentique, soit ton entreprise est authentique. C'est-à-dire que tout ce que tu vas raconter, c'est vraiment comme ça que tu travailles. C'est-à-dire que je ne peux pas te raconter tout ce que j'ai dit là, et puis faire des concessions sur la façon dont je bosse, Ouais. etc. Ouais. Et puis, voilà, tu vois. Donc il faut que si tu le déclares, il faut l'assumer. Mhm. Et c'est mieux de déclarer quelque chose que tu es, puisque il ne s'agit pas de l'assumer, Tu vas pas forcer, tu l'incarnes. tu l'incarnes, Mhm. tout simplement. Donc, évidemment, le monde du travail a aussi des codes, c'est-à-dire que tu as des relations humaines tarifées, sans rentrer dans ce que tu peux penser. mais Pas le parallèle. Moi, je vois pas de quoi tu parles. n'est-ce pas? Mais voilà, il y a quand même ce type de contrats-là qui font que on parle de sensibilité, de trucs très personnels, et il faut quand même effacer ça, entre guillemets, parce que ça ne concerne pas les gens que tu as en face. Mais il ne faut pas que ton travail ou la façon dont tu travailles t'empêche d'être toi-même. Voilà. Moi, c'est la limite que je me suis fixée. Et encore une fois, cette discussion qu'on est en train d'avoir, peut-être que plein de gens ne la comprendront pas parce qu'ils n'ont pas ce niveau de compréhension qui, pour nous, est salutaire de nous-mêmes. Parce que tu as essayé autre chose et ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu vas à l'encontre de qui tu es. Pour moi, c'est tellement simple. C'est simple, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. On t'a parlé tout à l'heure de 40 ans. 40, ouais. J'en ai 35. T'as encore 5 Je suis ans. encore sur le 1. T'as encore 5 J'ai encore ans. 5 ans. Et même dans 5 ans, je serai encore sur le chemin. Et ouais, je disais, on apprend tous les jours. Parce que je pense qu'on continue d'évoluer, heureusement. De dingue. Et donc, ouais, il faut ajuster ce cadre-là dans lequel tu vas pouvoir te mouvoir. Si tu veux être libre, il faut l'ajuster tout le temps. Sinon, à un moment donné, tu cognes les bords et ça fait mal, quoi. On a fait un sacré bout de chemin dans cette discussion qui, au départ, ne pressentait rien de défini. On a fini, là. On n'a pas forcément défini, mais je trouve qu'on a, oui, c'est vrai avancé. c'est vrai que on a réussi en plus à l'accrocher à l'expression de l'entrepreneuriat dans ce cadre-là. C'est plutôt cool. Yep. Maintenant, petite question, parce que là, on a parlé d'entrepreneuriat. Ici, il y a quand même des artistes. Ouais. Comment... je ne vais même pas dire comment. Est-ce que ça a un impact ou un rôle
dans ton expression artistique, tout ce qu'on vient de dire. Ouais, clairement. Mon expression artistique première, c'est écrire. Et ce que j'ai écrit, c'est ce que j'étais, ce que je ressentais. Donc, pour moi, j'arrive pas à dissocier ma sensibilité de mon art. Et ouais, ça s'est toujours traduit par à partir du moment où je définis ça comme de l'art et puis forcément comme un business ou autre, c'est que c'est en lien direct avec cette faculté d'analyse et ma sensibilité exacerbée ou non, selon les domaines. Mais c'est vraiment ça. Si je prends l'écriture, c'est clair et net parce que c'est ça. Finalement, mon écriture, c'était je crois qu'à mes 14-15 ans, j'ai écrit un texte qui s'appelait Exutoire. L'autre, c'était Ma vie. Bref, les titres, c'était toujours retourné très égocentré. D'ailleurs, à un moment, je me rendais compte que j'employais que le mot jeu à chaque début de phrase et qu'il fallait que je sorte de ça. Mm-hmm. Ça m'a permis aussi, justement, pour revenir là-dessus, d'essayer, et maintenant c'est quelque chose que je fais, j'ai entrepris d'écrire une suite de chansons qui s'appellerait Portrait. Et donc là, du coup, je fais le lien avec l'image. Et c'est donc comment, au fur et à mesure d'avoir vu des profils, d'avoir connu des gens, tu arrives à définir des personnes. Et je pense que c'est la même chose qu'on retrouve dans la réalisation. Comment on va faire pour incarner un personnage pour un acteur et comment on va faire pour qu'un réalisateur puisse toucher le personnage dans toute sa complexité. Et on le voit, les grands films, en fait, c'est quand on a réussi à percevoir un personnage et puis un acteur qui jouait un personnage. Mm-hmm. Et donc, dans ce que j'entreprends, ça a toujours été... dès que j'appelle ça de l'art, c'est forcément en lien avec cette faculté d'analyse. Si je prends le monde de l'image, donc l'un de mes projets signature, c'est clairement ça, en fait. C'est la photographie devient un outil au service d'un moyen d'expression qui est celui de comprendre l'autre et d'aller au-delà de son apparence, quoi. Donc signature, je sais pas si je l'ai déjà exprimé dans ce podcast ou non. Tu peux, oui, mais tu peux. Pour faire très simple, la signature, c'est un concept en sociologie qui exprime les 20 premières secondes où on va rencontrer un individu, 10, 15, 20 premières secondes, ça dépend. Tous les sociologues ne sont pas d'accord, mais bon, on tatillonne. Quand on va rencontrer un individu, il y a une connexion cérébrale, une synapse qui va se créer et on va garder une image mentale de cette personne tout au long de notre existence. Au départ, c'est un réflexe qui nous vient de nos ancêtres pour savoir si on est en présence d'un ami, d'un allié ou bien d'un ennemi. Donc c'est un peu le délire combat-fuite ou alors s'associer. Et c'est resté, ça reste en nous et ensuite, au travers des expériences qu'on va pouvoir avoir avec la personne, au travers de notre vécu, on va pouvoir dissocier cette première image ou alors la renforcer. Mmh. Et donc, l'idée, c'était de créer une succession de portraits, puisque je faisais des portraits en fait dans un établissement scolaire, un internat même. Et en faisant ces portraits-là, l'idée de base, c'était d'exposer les portraits des enfants pour pouvoir habiller un peu l'internat qui était un peu morne. Okay. Et en voulant sélectionner donc les portraits, je voyais que les adolescents choisissaient des portraits sur lesquels ils étaient vraiment en figure de représentation. Donc pour les garçons, des images, ils étaient dans des postures très dures, très fermées, très dans l'affirmation du corps et compagnie. Et pour les filles, c'était plutôt de la représentation type un peu selfie qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, et essayer d'exprimer au mieux ses critères de beauté et autres. Et moi, les photos que j'aurais voulu exposer n'étaient pas les mêmes. Et j'essayais de les associer dans mon choix. J'essayais de les impliquer pour leur faire entendre ma vérité que finalement, tel portrait irait mieux pour habiller, que ça donne une meilleure image d'eux. Et voilà. Et on est exactement dans ce même principe de base qui est je veux leur imposer un truc et au final j'essaye de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il veut avoir cette tête-là lui
Et je reprends ce truc-là de signature. Et en gros, j'ai écrit tout un projet là-dessus, sur finalement le masque qu'on veut porter en société, l'image qu'on veut renvoyer. Et ensuite, comment on peut déconstruire cette image à travers une autre vision de la personne. Et donc, l'exposition en elle-même, signature, c'est un diptyque avec 2 images exposées. Celle de gauche est toujours l'image que le sujet a choisie pour lui, celle qu'il veut représenter, exposer. Et l'image de droite est celle que moi j'ai choisie et qui offre une autre perception de cet individu. Voilà, en gros, c'est ça. Et pour que cet exercice fonctionne, je ne préviens pas, bien sûr, les participants de l'intention première. Donc, eux vont choisir absolument l'image qu'ils veulent. Et moi, je choisirai l'image que je voudrais, qui offre une autre perception. Donc, ouais, à chaque fois que j'entreprends l'art, c'est sûr que c'est en lien avec cette sensibilité. C'est très bien que tu parles de ce projet-là, parce que, du coup, j'ai une question à te poser. Mais avant de te la poser, je vais faire le parallèle avec mon projet que vous connaissez bien, qui est le projet Démasqué, qui, finalement, dans le fond, ressemble beaucoup à ce que tu fais. Mais en gros, c'est toujours sur ce thème du masque et de ce que les gens peuvent percevoir de prime abord. Et moi, j'ai toujours considéré que je voyais un peu la vie en réalité augmentée. Et que parce que j'ai cette sensibilité ou hypersensibilité, on appelle ça comme on veut, j'ai une sorte de propension à voir le côté extraordinaire qui sommeille en chacun. Et moi, je le traduis graphiquement par des dessins que je fais et une photo que je prends. Et ça permet de montrer à la personne ce que je perçois en plus ou à l'intérieur. Voilà, ce qui n'est pas forcément apparent tant que j'ai pas fait cette intervention-là. On vous a dit que c'était Doctor Strange. Donc, si tu veux, c'est difficile à expliquer au départ, tu vois, mais il y a, quand je parlais du livre, donc il y a ce fameux livre sur lequel je travaille depuis presque 10 ans maintenant, où j'essaie de trouver le moyen d'expliquer cette partie-là. Parce que, ok, c'est très joli, machin, etc. Il y a le côté esthétique qui a beaucoup d'importance, évidemment. Ça, c'est la première lecture, finalement. Voilà. Mais c'est pas le fond du projet pour moi. Parce que je sais quelle est ma mission, c'est de libérer les gens de l'image dont ils pensent devoir s'affubler en société. Et du coup, ça passe par accepter le fait que ce que tu vois, c'est pas forcément tout le monde qui le voit, comprendre d'où ça vient. Et toi, tu as exprimé ton projet, c'est pour ça que je disais que j'allais t'expliquer ça avant de te poser la question. Tu as exprimé ton projet, mais tu n'as pas expliqué comment toi tu voyais la deuxième image. Puisque pour toi, c'est entre guillemets la bonne. Explique-nous comment tu c'est là où ça a été compliqué de le... Enfin, compliqué, non. Ça a été compliqué que dans ma tête. Je reviens à la citation de Mark Twain, j'ai eu plein de problèmes dans ma vie et la plupart ne sont jamais arrivés. C'est là où j'ai eu des questionnements sur le fait de pouvoir décliner cette exposition et ce processus. Quand je démarre ça, je connais absolument bien les profils de chaque gamin. Et le premier qui m'interpelle, et c'est ce shooting-là avec cet ado qui va engendrer ce projet-là. C'est le patient zéro. C'est le patient zéro. Donc je le nomme, il s'appelle Sitafa. Et Sitafa, à ce moment-là, il est en 4e. Dans tous les ateliers que j'ai avec lui, donc c'est des ateliers toujours tournés autour du multimédia, de l'image, c'est un gamin qui participe à fond, c'est un gamin avec qui j'ai zéro problème. Ensuite, je monte des ateliers autour de... Comment on peut appeler ça sans que je me fasse remonter légalement jeu d'opposition, donc pour ne pas nommer la lutte, la boxe, voilà, on est dans les sports d'opposition, voilà. C'est une initiation au sport d'opposition. Et le gamin, il est archi respectueux de tout le monde, il est immense, hein. Il fait, à la fin il me dépassait en fait, donc il faisait 1m90, 92, mais en tout cas il est moteur. Et c'est un gamin à qui je n'ai rien à reprocher. Et je vois qu'une fois tous les 2 mois, il est viré pendant une semaine pour des faits d'insolence, de violence.
Et je comprends pas. Et donc, je me mets en lien avec la vie scolaire pour essayer de comprendre comment ça se passe avec lui. Et donc, ils me disent qu'il est en rupture complètement, qu'il est totalement renfermé, qu'il ne prend jamais la parole, sauf dans des cas de rage extrême. Et en fait, je ne peux pas reconnaître le gamin qu'on me présente. Et quand on fait ce shooting-là, et que lui choisit ce visage, mais fermé, vraiment fermé, et que la demi-seconde d'après, il a un sourire aux éclats, c'est-à-dire qu'il garde la même pose. Il a exactement la même pose, ça n'a pas bougé. Mais c'est plus la même personne. Et qui veut choisir celle où il est fermé parce que ça va être exposé, c'est là que j'entreprends ce dialogue-là. Et là où ça devient compliqué, c'est que ce gamin-là, je le comprends, je le connais, je l'ai cerné, et j'ai compris aussi qu'à l'extérieur, il avait une autre image. Et donc l'idée, c'est de se dire, je pars de ce postulat, et j'estime que ça va être la même chose pour tout le monde à plus ou moins grande échelle. Ouais. Et comment je vais faire pour des individus que je ne connais pas, essayer d'aller déceler rapidement ce qu'ils ont d'autre à proposer que leur signature de base. Donc pour ça me met dans une situation un petit peu où justement mon super pouvoir d'analyse, je vais devoir en faire preuve à fond. Tu es exactement sur le terrain où j'essaie de t'emmener là. Et donc, la séance, comment elle se passe ? La séance, donc là, je suis en hyper concentration là-dessus. C'est-à-dire que je dois percevoir la signature qu'ils imposent sans le vouloir, inconsciemment. Donc, j'essaye de capter au maximum cette signature-là. Donc, celui qui va être dans le rire à l'éclat, celui qui a le visage fermé, celle qui est très timide. Je vais essayer de capter toutes ces postures-là. Et en fait, la séance, elle se passe par individu 10 minutes max. Ils rentrent dans la pièce, donc j'isole le groupe de la pièce en question. Les individus, ils rentrent un par un. Et donc, quand ils rentrent, je suis en hyper focalisation, savoir comment ils marchent, comment ils me répondent dans les premiers instants. Et surtout, quand ils vont poser, je leur fais un cours de posing de 30 secondes de base. Vous connaissez mes cours de posing, les gars? On va sortir des images pour cet épisode. Donc, je fais mon petit cours de posing très rapidement pour aussi briser la glace et je vois comment ils réagissent à ça. Je les mets donc face au fond, ils sont sous les lumières. Je prétexte un test lumière alors que les lumières, elles sont bonnes. Je vois comment ils réagissent déjà au test lumière et ensuite, je lui dis, la séance va démarrer. Et à chaque flash, tu peux te sentir libre de changer de pose selon ce que je t'ai montré. Puis ensuite, tu t'ouvres, tu fais absolument ce que tu veux à chaque flash. Et là où d'habitude, dans un shooting normal, je vais laisser beaucoup plus de silence, là, je vais occuper l'espace par la parole constamment. Mon but, c'est de le perturber, qu'il n'arrive plus à penser à ce qu'il est en train de faire d'un point de vue gestuel et qu'il se démarque de son intention de base. Donc, en règle générale, les photos qu'ils choisissent sont des photos qui ont été prises dans les 10 premiers clichés. Okay. Parce qu'ils sont dans le contrôle. Et pour ça, la discussion, je l'oriente sur un terrain qui est ultra personnel. Donc, ça va être des conditions telles que est-ce que tes parents sont divorcés, est-ce que si c'est des adultes, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu as songé à avoir des enfants. C'est des choses qui vont forcément mettre la personne dans une situation d'inconfort ou qui vont le déstabiliser. Et à ce moment-là, mon but, c'est pas de le mettre en échec. Mon but, c'est qu'il casse cette carapace-là et que je puisse aller au-delà. Parce qu'après, la discussion, je vais l'orienter justement plus sur un terrain de l'empathie ou autre. Et je vais essayer d'avoir un maximum d'émotions dans ces 10 minutes, quoi. Donc, c'est un peu ça le truc. Et les premières fois où je l'ai fait avec des individus quasi inconnus, j'avais une forme de pression de me dire, est-ce que ce postulat de base va être respecté ? Ouais. Là où j'ai le mieux réussi, c'est pas que j'ai le mieux réussi, à chaque fois le postulat a été respecté, à plus ou moins grande échelle. Il y en a qui sont très proches finalement de leur signature et j'ai remarqué que c'était des gens qui étaient relativement en confiance avec eux-mêmes. Mais ça fonctionne quand même, tu arrives quand même à donner autre chose de la personne. Là où je trouve que ce travail-là prend un sens encore plus particulier, c'est que depuis 2 ans maintenant, je l'ai raccroché avec le travail d'écriture. Et en fait, j'ai une première session
qui a un atelier d'écriture autour de, je dirais pas de la confiance en soi, mais autour du qui on est, qui on pourrait être. Voilà. Et au départ, c'est juste un travail autour de l'écriture. Et en fait, ça me permet d'avoir 3 heures avec des petits groupes. Donc en général, ils sont entre 4 et 5. J'essaie que ça ne dépasse pas 6. Et ça me permet aussi d'avoir un premier contact avec eux et puis de voir à travers leurs écrits aussi ce qu'ils ressentent, ce qu'ils sont. Et en règle générale, la session de shooting se fait 1 mois ou 2 après l'atelier d'écriture. Ok. Alors, là, j'ai l'impression de me voir il y a une dizaine d'années avec un besoin d'avoir une sorte de méthodologie parce qu'il y a quelque chose qui t'arrive au départ, tu comprends pas forcément ce que c'est et tu te dis effectivement ah tiens, ça j'ai capté ça avec telle personne, mais c'est peut-être dû à la personne. Et puis une deuxième fois, et puis c'est peut-être dû à la personne. Et puis effectivement, peut-être qu'il y aura quelqu'un où je vais pas capter ça. Et au final, quand tu avances rapidement dans le temps, tu te dis mais c'est peut-être pas destiné à tout le monde. C'est pas le même contexte que toi parce qu'effectivement toi tu as des groupes. Je sais pas si c'est imposé ou si c'est choisi. Ouais, c'est que quand je l'ai proposé, je l'ai proposé sur des structures où en Voilà. effet ça s'adresse à un grand nombre. Voilà, donc il y a ce truc-là. Et puis moi finalement, avec le temps et aussi parce que ça fait un paquet de portraits que je fais comme ça, bah tu te dis je vois ou je vois pas en fait, tu vois. Ouais. Donc si j'ai pas la version augmentée, C'est mort. bah c'est mort en fait. Voilà. Et tu vois, c'est là où ça rejoint un peu ce qu'on pourrait appeler expertise, mais je dirais plutôt la singularité. C'est-à-dire que ce qu'on fait là ne peut pas être réplicable. En partie, parce qu'il y a eu du plagiat quand même, évidemment. En partie. Ce sera plagié. Mais, ça peut être plagié. Mais voilà, c'est pour ça que... Mais il n'y aura jamais la même essence. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux même en souffrir parce que ce que tu vois ressemble à ce que tu fais. Mais c'est pour ça que j'insiste sur cette partie-là et que je te pose la question à toi. À un moment donné, tu abandonnes la méthodo pour te consacrer à l'intuition. Bah ça se fait... tu sais, c'est un peu le même principe que monter sur scène. J'imagine. Je monte pas sur scène, moi. Non, mais t'as ce truc de visualisation. Quand tu vas monter sur scène, tu te fais le concert avant le concert, en fait. Et t'as une visualisation qui crée un trac. Ouais. Et ça disparaît aussitôt que tu montes sur scène. Et c'est exactement le même concept. C'est-à-dire que tout ce truc-là où je me pose la question, je me dis c'est un postulat, et en même temps je suis convaincu. Et quand je le propose pas en me disant j'y arriverai pas, mais je me dis à quel point ça peut être aussi impactant que ce premier-là, tu vois, que ce patient zéro. Oui. Et dès que l'individu rentre dans le studio, j'ai plus de questionnement. Je sais où je vais l'emmener, et en plus de ça, bah, finalement, c'est là où tu te dis, bah ouais, j'ai ce pouvoir-là et il me sert. Il faut l'accepter, en fait. C'est ça le plus c'est dur, ça. mais il faut l'accepter. C'est ça, il faut l'accepter, et puis il faut qu'il s'exprime. Et quand il s'exprime, c'est beau, parce que j'ai un truc de fou par rapport à ce projet-là. J'ai un gamin que j'avais pendant 2 ans de suite dans les ateliers. Et ce gamin-là, c'était une plaie. J'ai rarement été en galère avec des gamins, tu vois, mais au point de les détester, en fait. Et lui, ce petit-là, c'est insupportable. Il est insupportable, tu vois. Et il fait tout ce que tu peux détester, tu vois. Il fait des petites allusions racistes. Il marmonne dans sa barbe. C'est pas du tout le perturbateur habituel, tu sais, avec qui. Enfin, pour moi, c'est pas un problème. Ça, quelqu'un qui est dans la défiance ou voilà, c'est ça. Mais lui, c'est de l'insolence à l'état pur, et lui, il a la même capacité d'analyse que toi, sauf que lui, il a décidé de te faire chier avec. Il a compris quels étaient tes leviers et il a décidé de te faire chier avec. Et tout le monde autour de lui, il les analyse, il comprend très bien qui ils sont, et son seul but, c'est de faire péter les plombs à tout le monde. Et il le fait magnifiquement bien. Et ce gamin-là, je rentre dans un truc qui est plus moi. C'est-à-dire que
je lâche et je deviens mauvais. C'est-à-dire, je deviens autoritaire. Je deviens tout puissant, en fait. Je lui impose ma force, je lui impose ma voix, je lui impose mes ordres, tu vois. Il se plie parce qu'il est petit. Mais je suis pas en train de construire avec lui, pas du tout. Et quand je fais le truc signature, là, je me dis, attends. Lui, là, je vais lui faire la signature, là. Je vais lui faire la signature. Et donc, il veut pas. Et là, j'essaye de pas être dans l'autoritarisme et je lui dis, écoute, t'existes dans ce groupe-là et j'ai besoin que t'existes sur ces murs-là, tu vois. Tu fais partie de l'histoire de cet internat. S'il te plaît, je te le demande, prête-toi au jeu, ça dure 10 minutes maximum. Et il accepte. Il rentre et puis je démarre. Et en fait, il accepte, mais il est encore dans le truc de il va me faire chier. Il croise ses bras, il me regarde, je lui fais mon petit cours de posing. J'essaye de plus être dans le même rôle de je le déteste. J'essaye de prendre du recul. Et là, lui, son but, là, c'est de me mettre en échec. Donc, il croise ses bras, comme ça, il me regarde, j'envoie le premier flash, il bouge pas, j'envoie le deuxième flash, je parle avec lui, il bouge pas. Je lui dis, quand tu te sens libre, quand tu te sens à l'aise, eh ben, tu peux changer de position, n'hésite pas. Il bouge pas. Et donc, je me dis, bon, T'as envie de lui niquer ça. ouais, j'ai envie. Mais je me dis, bon, je suis là pour ça. Ouais. On va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que t'es comme ça. Et donc, je lui dis, on va l'appeler Dom. Voilà, personne ne s'appelle Dom. Donc, je lui dis, Dom... Il a une tête à s'appeler Valentin, lui. Oula. Putain, comment tu sais? Je lui dis, Dom, ça fait longtemps que je te vois. En fait, quand je suis arrivé dans cet internat, t'étais déjà là. Ça fait combien de temps que t'es dans l'internat? Et il me dit ça depuis le CM2. Je dis d'accord. Donc là, ça fait 3 ans que t'es à l'internat, d'accord. T'as des frères et sœurs, Dom? Il me dit, ouais, j'ai un petit frère. Je n'ai jamais vu ton petit frère. Il me dit, non, il est pas à l'internat. Je dis, mais comment ça se fait que toi, t'es à l'internat et ton petit frère, il est pas à l'internat? Il me dit, je sais pas. Je dis, il y a un problème. Je dis, il y a un problème, c'est pas normal, vous êtes une fratrie, c'est ton demi-frère, c'est l'enfant de ta mère, tes parents ils sont divorcés? Il me dit, non, mes parents ils vivent ensemble. Et je dis, c'est ton frère, c'est pas ton demi-frère? Il me dit, non, c'est pas mon demi-frère. Et je dis, mais toi, comment tu le vis du coup d'être à l'internat? Lui, il est à la maison avec tes parents. Et là, il commence à gigoter. Ouais. Il gigote, il est pas bien. Mais il est encore dans son truc, tu vois, ça le démange. Oh, l'exorcisme. Ouais, et je sais que je suis dur, tu vois. Je sais que là, je suis dans un truc où je rentre chez lui, là, vraiment. Je rentre dans ce qu'il veut pas montrer aux gens. Et je parle avec lui et je dis, du coup, comment ça se passe le week-end? T'es pas jaloux de ton petit frère, j'espère? Parce que c'est toi le grand frère, t'es exemplaire. Il dit, non, avec mon frère, ça va. Je dis, alors avec qui ça va pas? Il me dit, avec les autres. Je dis, c'est qui les autres? Il n'y a que tes parents, t'as pas d'autres frères et sœurs, t'as une grand-mère qui vit chez toi? Il dit, non, mais avec mes parents. Je dis, mais ta mère, ça se passe bien avec elle? Il me dit, ma mère, elle sert à rien. Je dis, ta mère, elle sert à rien, elle t'a mis au monde, Dom. T'as mis au monde et puis elle fait comme elle peut. Elle te frappe, ta mère? Non, pas elle. Oh. J'ai ton père te frappe, du coup? Il me dit, il me frappe pas, mais il m'insulte. C'est-à-dire des insultes, des gros mots. Et puis là, je sens que je lui casse les couilles, tu vois. Vraiment. Donc là, il décroise les bras, tu vois. Et à un moment, il craque. Et en fait, il commence à me dire, en gros, comment se passe un repas chez lui, tu vois. Et il me dit, en fait, quand on est à table, on sert en premier mon frère, et puis ensuite on me sert, et puis ensuite, à partir du moment où le repas commence, on va me dire à quel point on a hâte que... Mon père me dit à quel point il faut que je retourne lundi à l'internat parce que c'est insupportable, parce que j'écoute rien, parce que son comportement à lui, à Dom, quoi, tu vois. Et je lui dis, et ta mère, qu'est-ce qu'elle dit, du coup? Il dit, c'est là que ma mère, elle sert à rien. Tu vois. Et quand il me dit ça, il attrape sa tête, tu vois, et il froisse tout son visage, tu vois. Et c'est là que je déclenche. C'est-à-dire que j'avais même arrêté de déclencher moi-même, j'étais dans le truc où... Et quand il froisse complètement sa tête, là, il est vulnérable, je déclenche, tu vois. Là où c'est compliqué, c'est que dans le choix de ce que moi je vais exposer, je veux que le sujet soit associé à ce choix.
qui comprenne pourquoi je l'ai choisi et qu'il accepte de vouloir l'exposer. Je peux pas exposer si lui il est pas à l'aise. Voilà. Et en fait, je mets fin à la séance, tu vois, et je le regarde et je lui dis ouais Dom, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on discute vraiment. C'est la première fois que j'ai l'impression de discuter avec Dom, tu vois. Je dis donc ce qu'on va faire, tu sais quoi, on va arrêter avec les autres là. Je vais prendre un petit temps avec toi et on va choisir les photos que tu veux et je vais choisir la photo. Et donc, quand je choisis cette photo-là, bah, bien sûr, il est dans le refus. Je dirais que 95% des sujets au début sont dans le refus de la photo que je choisis. Et puis, je lui explique, en fait. Je lui explique, tu sais quoi, je vais te parler sincèrement. Tu me sortais par les trous de nez, tu vois. Tu me donnais plus envie d'essayer avec toi, tu vois. Et je dis, ce visage-là, il me donne envie de continuer avec toi. Donc, laisse-moi exposer ça, là, parce que ça me donne envie d'avancer avec toi, tu vois. Et il me dit, OK. Et tu vois, ça, c'est vraiment le truc où je me dis, ouais, c'est un impact, tu vois, sur moi autant que sur la relation que je vais pouvoir vivre après avec lui. Et c'est là où ce côté analyse, tout ça, bah, je sais que j'ai compris qu'il y avait un truc et que voilà, il faut l'accepter. Bah, ça va être difficile pour moi de te livrer des anecdotes de ce genre-là. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Mais justement, je réserve ça. J'en ai déjà parlé à plusieurs personnes qui sont passées par ce process-là. Et je me suis toujours dit que moi, je peux décrire ce que je fais, mais je ne peux pas décrire ce que les gens ressentent à mon contact. Donc, c'est forcément ces personnes-là qui vont s'exprimer. Carrément. Mais je sais qu'il y a quelque chose de puissant et dans la façon dont moi je le vis et dans les retours que j'ai, il y a quelque chose qui m'encourage à épurer au maximum cette pratique-là. Tu vois. Et j'ai plein d'autres projets sur lesquels je bosse. Et effectivement, comme je dis, quand je ne vois pas forcément la réalité augmenter, il y a plein d'autres projets photographiques sur lesquels je bosse et qui sont moins engageants en termes d'intuition et de magie, entre guillemets. Et sans guillemets d'ailleurs. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et je te parlais de ce process et de toute la méthodologie dont maintenant je fais complètement abstraction. Parce que si j'ai ressenti la chose au départ, même si je n'ai pas une vision claire, et j'ai quasiment jamais une vision claire, je sais que dans le processus, ça viendra. Et chaque fois que je suis allé à l'encontre de mon intuition, bon, maintenant, ça fait des années que je ne fais plus du tout ça, je me rends compte qu'il y a un blocage à un moment donné. Donc, à la fin, il y aura toujours une image esthétique, mais qui pourra même plaire. Hein. Tu vois, ça va cliquer sur les réseaux, etc. Mais moi, je vois la magie, là. Le manque de sens quand j'ai forcé la chose, quoi. Et donc, j'ai décidé de ne plus forcer du tout. Et à chaque fois, on me demande, mais comment tu fais pour choisir En fait, je ne choisis pas. L'univers m'envoie. Donc, quand c'est évident comme ça, c'est presque trop facile, tu vois. Et pour revenir sur le côté pro, j'ai essayé ça m'a permis, en tout cas, de développer ce socle-là sur lequel je suis ancré et qui fait que finalement tout autour de moi est facilité dans la façon dont j'ai envie de travailler, la façon dont j'ai envie de créer. Ça, c'est tellement profond que forcément tu suis ce qui t'anime que tu te dis si j'arrive à déporter ça sur le travail, je me sens mieux, quoi, finalement. Donc au départ, et c'est des discussions qu'on a eues avec plein de gens, hein, tu vois, au départ, ça peut faire peur parce que ça t'écarte de certains projets, mais finalement, ceux qui viennent derrière, tu te rends compte qu'ils sont... T'es en phase. Ouais, complètement alignés avec qui tu es, quoi. Donc, j'encourage ceux qui ont cette perception du monde à creuser dans ce sens-là. De dingue. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter, Félix ? J'ai aimé ton anecdote, vraiment. Ah ouais. C'est lourd, hein. C'est lourd. Est-ce que... Prochaine expo signature, pour ceux qui ont écouté et qui aimeraient découvrir, parce que là, c'est que des paroles. Hein, donc, comment on montre tout ça aux gens ? Fact-checker.
Ouais, les expos signatures, là, elles ont été faites donc du coup à huis clos dans les organismes. Avec lesquels j'ai... Voilà, exactement. Okay. Mais j'ai dit que donc je suis mécéné là depuis janvier. Et jusque-là, il n'y a eu qu'une seule exposition. Et en fait, là, ils m'ont envoyé un message parce qu'ils aimeraient que la prochaine expo, ce soit signature. Donc ça tombe bien que tu me poses cette question-là. Ils m'ont envoyé le mail. J'étais pas au courant. C'est pas de la publicité dissimulée. Voilà, exactement. Donc ça tombe sur la semaine prochaine quand je suis en déplacement. Mais donc du coup, c'est prévu en fait. Ils vont avoir en fait, ce qui est bien, c'est que c'est là où je voulais installer signature aussi. C'est dans le monde de l'entreprise. Avec ce qu'on a dit à travers ce podcast, cette recherche de liberté, mais là où on l'a dit aussi plutôt dans l'épisode, c'est les postures qu'on peut avoir et comment on annule l'individu au service du corporatisme. Et donc là, le but, c'est justement de voir comment dans une société, même si c'est une société qui a l'air quand même bien cool, comment dans une entreprise, on déconstruit les masques avec lesquels chacun vienne à partir de 8h30 et repartent à 17h30, et comment on va chercher qui y sont le week-end, le soir, et voilà. Donc j'ai hâte de faire ce projet-là avec eux, et en plus de ça, c'est pas fait lors d'un séminaire, c'est fait lors d'un groupe de travail. Mmh. Donc ils sont vraiment dans le cadre du taf. Et c'est en gros, voilà. Je salue en tout cas cette entreprise, Apti Skills, dont le fonds de dotation est Arptis. Donc je les salue pour cette initiative parce que, en dehors du fait qu'ils me mécènent et que c'est important de les saluer. Tu m'étonnes. Non, mais je trouve le procédé audacieux, en fait, qu'un comité de direction veuille aller dans ce sens-là et proposer ça dans un groupe de travail, en fait. C'est là où j'étais quand même assez réjoui, c'est que c'est pas la petite animation pendant le séminaire où on ramène le photographe et voilà. C'est un groupe de travail et on va travailler autour des équipes et de ce qu'il faut faire ensemble. Donc la prochaine, ce sera ça. Malheureusement, je pense que ça va être à huis clos aussi. Mm-hmm. Maintenant, ce que je suis en train de faire, parce que... Artiste à huis clos, et à un moment, il va falloir arrêter ça. Non, justement, c'est... Si tu veux devenir Yoda. Là où je suis en train de me dire que, justement, là, ça rejoint plus mon côté un petit peu... tête froide, entrepreneur et compagnie, c'est que le but, c'est que je capitalise moi aussi à plus grande échelle que ce que je suis en train de faire. Donc, maintenant, les projets signature sont accompagnés d'une autorisation et d'une cessation de droit à l'image. Mmh. Et donc, l'idée, à terme, ce serait de faire un bouquin. L'idée à terme serait vraiment de faire un bouquin. Et puis, qui dit bouquin, dit expo, qui peut rejoindre le truc. Pourquoi bouquin ? Parce que je sens que j'ai de plus en plus besoin d'intégrer l'écriture dans ce que je fais. Et que ce soit une écriture par la lumière ou une écriture par les mots, le bouquin reste un objet que j'admire, quoi. Donc voilà. Ça reste. Ouais, ça reste, ouais. Écoute, moi je te propose qu'on fasse des petits points réguliers comme ça parce que c'était quand même intéressant. Ouais, d'aller creuser et de révéler le pourquoi. Mm-hmm. Comme on dit après, le comment on se débrouille. Le comment on verra. Pour le reste, il y a Mastercard. C'est ça. Ouais. Ça tombe à pic ta phrase. De ouf. C'est bien cool de gratter et de se rappeler pourquoi. De ouf. Mm. Les gars, merci. Merci pour cette discussion. Merci pour cet échange. Et on salue notre invité. On salue notre invité mystère qui est passé et qui est... Voilà. Ouais. Non, mais c'était bien cool. C'était bien cool. On espère que tous les auditeurs ont passé encore un agréable moment en notre compagnie. Les sorties d'urgence sont situées à l'avant du véhicule. Et en attendant, vous pouvez toujours mettre 5 étoiles. Ils ne se sont pas déjà éjectés depuis une demi-heure. On n'est plus que 2 dans la salle. Non, mais continuez. Est-ce qu'on ne se mettrait pas cet appel, ce call to action en début ? C'est bien à la fin. Ouais, c'est bien à la fin. Comme ça, on est sûr qu'ils ont écouté jusqu'à la fin. Ouais.
Ouais. Ceux qui sont dans le call to action. Ouais. Donc continuez à mettre vos 5 étoiles, à nous suivre sur le Insta qui devient de plus en plus interactif. Continuez à nous envoyer des DM et Félix va nous lire justement un commentaire qui nous a été laissé sur Apple Podcast pour une personne qui a pris le temps de le faire. Et Ouais, on le il y en a sait. eu plusieurs, donc du coup, tu m'indiques celui que je vais lire. Ça marche. Non, le tout dernier. Celui de Henri, Henri, mon gars. Ouais. Quelle montée en puissance. Au fur et à mesure que les épisodes passent, je commence à comprendre où vous voulez en venir. Citation, ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. Floro, merci beaucoup pour ton message. Ça nous touche au plus haut point. Ouais, parce que ça Merci. ressemble à ce qu'on veut faire et qui on est. Donc, Henri doit avoir une sacrée sensibilité, une Oh oui. capacité d'analyse au-dessus du commun. Ou alors c'est nous qui bavardons jusqu'à ce que les gens comprennent. Hein. C'est vrai qu'on laisse pas mal de traces. en tout cas, Qu'est-ce merci qu'on va beaucoup. faire? On Merci, n'avance pas Henri. masqué. Merci à tous et on a l'habitude de dire qu'on est sûrement amené à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Paix sur vous. Peace, peace.